Vous y aller, Gérard? Vas-y. C'est bon? Non? Bon. Bonsoir à toutes et à tous. On a un quart d'heure de retard, mais on vient de Moulins et on vient de la librairie Le Talon d'Achille où il y avait une vente dédicace des plus intéressantes. Je vous serais donc à toutes et tous reconnaissant si vous faisiez mieux qu'à la librairie. Et à la librairie, c'était passionnant. Hervé 15, que vous connaissez par les écrits que nous vous avons envoyés, qui est parmi nous ce soir, que je remercie chaleureusement. Vous dire que je connais beaucoup mieux, parce qu'une heure de voiture, je peux vous dire qu'on a refait le monde et on était d'accord tous les deux pour dire qu'à la fin, il n'était pas si mal. Ça sera été refait. Et qu'il serait mieux. Mais qui peut être mieux. Si je vous le représentais en raccourci, cet homme, je vous dirais qu'il ne mâche pas ses mots. Et vous avez vu le titre. Mais si vous vous contentez que du titre, je pense que vous perdrez beaucoup. Parce que, mais il le dira lui-même, il a voulu dire ce qu'il ressentait au fond de lui avec force, et le contenu dit aussi avec sincérité, mais ça vaut le coup de lire, je vous assure. Je vais juste vous citer une phrase qui nous met toutes et tous devant nos responsabilités. On imagine plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. Je peux vous dire, cette phrase, elle m'a frappé, et c'est à partir de là que j'ai dit, il faut que je propose à l'atelier qu'on fasse venir cet homme qui s'explique un peu. Vous voulez bien vous expliquer? Oui. Alors à vous. Merci Pierre Goldberg, merci à toutes et à tous. Effectivement, c'est la phrase, cette phrase-là qui est écrite par un dénommé Jameson, est vraiment une phrase qui me tournait dans la tête depuis longtemps et qui a en fait nourri, qui a été la graine, qui a vraiment, il y a des graines, je ne suis pas jardinier, mais il y en a qui prennent ou il y en a qui ne prennent pas. Et puis celle-là, elle a pris et ça s'est transformé en un livre qui donc est devenu celui dont je vais vous présenter quelques idées ce soir. Et partir de cette phrase d'imaginer la fin du capitalisme, c'est aussi parce qu'on a fini par nous habituer à croire que le capitalisme était de toute éternité et durerait tout le temps. Enfin, maintenant, il y a une sorte de fatalisme qui consiste à croire qu'on ne pourrait plus sortir du capitalisme. C'est là, c'est l'état des choses. Et en fait, non. Il n'y a pas d'essence du capitalisme. C'est en fait une culture ou une civilisation qui comme d'autres grandes civilisations, a connu sa jeunesse, a connu sa croissance, a connu sa maturité, a connu et connaît sans doute sa phase de déliquescence avant de passer à autre chose. Alors on a cette expérience-là en tant qu'occidental, c'est l'Empire romain, dont on a tous au moins entendu parler vaguement à l'école. L'Empire romain, même chose, ça démarre tout petit, 700 avant Jésus-Christ, ça grandit, ça devient la République, ça devient l'Empire, et puis ça disparaît au long des siècles. Il y a aussi eu l'Empire ottoman, les Aztèques, enfin, l'histoire de l'humanité est jonchée de grandes civilisations qui ont suivi ce cycle et qui disparaissent. Et pour le capitalisme, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Et donc le premier point, c'est de se dire que le capitalisme a une histoire, et comme toutes les phases historiques, une fin du capitalisme est possible. Alors, il y a eu je ne vais pas vous faire toute l'histoire du capitalisme parce qu'il nous faudrait quand même quelques heures pour bien le faire, mais vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu le capitalisme marchand qui commence à la Renaissance, il y a le capitalisme industriel qui se développe à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, avec par exemple les bassins houliers et toutes les industries qui se développent à partir de la houille et du charbon. Il y a eu ensuite le capitalisme keynésien du début du XXe siècle jusqu'aux années 70, c'est-à-dire un capitalisme qui fait intervenir l'État. Vous vous rappelez peut-être après le New Deal de Roosevelt, aux États-Unis, c'est le moment où on se rend compte que si on laisse faire le marché, ça conduit à la catastrophe, donc il faut articuler, harmoniser le marché et l'État. Donc c'était le capitalisme keynésien dans lequel on a longtemps vécu. Puis il y a eu le capitalisme néolibéral
on connaît bien maintenant. Il est précisément daté avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis, donc 1979 pour madame et 1980 pour monsieur, et qui donc ont vraiment lancé ce cycle économique néolibéral et aussi l'idéologie néolibérale. Et puis en fait, on est rentré, et ça va être ce que je vais essayer de vous expliquer, dans une nouvelle phase du capitalisme, qui a encore énormément d'aspects néolibéral, mais qui est une autre vision du monde et qu'on peut appeler le techno-capitalisme. Alors, pourquoi parler de cette phase du capitalisme dans laquelle nous sommes? Pour ça, il faut revenir à 2008. Alors, c'est pas si lointain, donc on s'en souvient tous, mais malgré tout, ça a fini un peu par se perdre. 2007-2008, il y a eu une crise économique, une crise financière absolument énorme, et qui, si on l'avait laissé se développer, aurait conduit à l'effondrement total de l'économie mondiale. On a évité en fait des images comme celle, moi j'avais vu ça, ça m'a toujours frappé dans les manuels scolaires, justement je reviens à la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, où vous avez des photos en noir et blanc, des gens qui font une file de je ne sais pas combien de centaines de long, alors on ne sait pas s'ils attendent pour le travail ou pour la soupe populaire, ou encore cette crise qu'il y avait eu au début des années 20 en Allemagne, où il y avait telle inflation que les gens avaient des brouettes pleines de Deutschmark juste pour aller acheter un morceau de pain au coin de la rue. Donc voilà, c'est en fait ça qu'on a évité en 2008. On a évité une catastrophe de cette ampleur, ça fait l'effondrement total du système financier, parce que en fait, cette crise qui avait été créée par une spéculation insensée, une cupidité insensée du système financier qui avait donc été développé par le néolibéralisme lancé par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, conduisait à ça, et donc on a sauvé par l'intervention de l'État. L'État qui a, dans certains cas, nationalisé des banques, dans d'autres racheté des banques, dans d'autres surtout injecté beaucoup d'argent. Par exemple, je fais une petite parenthèse, si en ce moment on nous parle de dette, c'est généralement des politiciens de droite qui vont nous dire que la France est trop endettée. En fait, dans tous les pays, la dette a été largement augmentée au moment de cette crise de 2008 parce que l'État a accru la dette pour sauver le système financier. Ceci, il fallait le faire, il fallait sauver le système bancaire. Mais toujours est-il que à ce moment où il était manifeste que le capitalisme nous conduisait dans le mur, il y a eu un moment où on s'est dit on va changer, il faut revenir en arrière. Il y a même un dénommé M. Sarkozy qui était il était président de la République, qui fait un grand discours à Toulon en septembre 2009, je crois. Il faut réformer le capitalisme financier. Et puis, quelques années après, il y a un moment d'hésitation, et puis au bout de 2-3 ans, tout se remet en place. Et puis maintenant, on est en 2022, les inégalités sont plus fortes que jamais, les grandes firmes multinationales sont plus fortes que jamais, partout on a des pouvoirs de droite qui défendent pour simplifier les riches, et quant à l'écologie, elle s'est aggravée à un point énorme. Alors je précise, j'ai oublié de le dire, et Pierre a oublié de le préciser, tout le discours que je tiens vient de l'écologie. Moi je suis écologiste, et ma lecture du monde se fait à partir de la préoccupation écologique. Donc déjà pour vous dire qu'on peut parler du capitalisme et même dire qu'il faut qu'il crève et qu'on passe à autre chose en n'étant pas forcément communiste ou marxiste. C'est pas mal d'être marxiste ou communiste, la question n'est pas là, mais moi je viens de l'écologie et c'est par rapport à ça que je développe l'argumentation. Donc, alors qu'on est passé à côté d'une crise énorme, historique, gravissime en 2008-2009, qu'on a évité par l'intervention de l'État, et où on s'est dit à ce moment-là que le capitalisme était vraiment responsable de ça et donc inadapté au monde actuel, quelques années après, tout se remet comme avant, et d'une certaine manière, pire encore. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, et là, il s'est passé que le capitalisme a formulé un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde que l'on peut appeler le capitalisme. Mais concrètement, qu'est-ce qui lui a permis de le faire? Ce qui lui a permis de le faire, et là on n'est plus du tout dans le domaine économique. Ça, vous savez, l'activité humaine, elle a des voies diverses, parallèles, etc. Et dans un domaine qui n'a rien à voir avec la finance, et il se développait dans une spécialité informatique que l'on appelle l'intelligence artificielle. Enfin, maintenant, le mot commence à être bien connu, vous allez comprendre pourquoi. Il y avait des chercheurs qui continuaient à travailler là-dedans dans les années 2000. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui s'est développé assez tôt dès que l'informatique se développe dans les années 40-50. Il y a tout de suite des gens qui ont commencé à imaginer que l'ordinateur deviendrait extrêmement puissant et que par
que ça développerait l'intelligence artificielle, et notamment en développant plusieurs technologies, dont une qui est le réseau de neurones. Réseau de neurones, c'est un terme d'informatique, mais qui fait référence à ce qui se passe dans notre cerveau. En ce moment, vous avez quelqu'un qui vous parle, et vous-même, vous êtes en train d'écouter, et apparemment, la personne qui vous parle tient un discours cohérent, et vous-même, vraisemblablement, donnez l'impression de comprendre ce que raconte cette personne, mais dans votre tête comme dans la mienne, nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de magique qui se fait, c'est-à-dire que nous savons que nous avons des milliards, je ne sais plus si on a des milliards ou des millions de neurones dans la tête, ils s'agencent entre eux, et ils font qu'il y a, entre autres caractéristiques, une pensée intelligente, des facultés de compréhension, d'analyse, etc. On ne sait pas, c'est une sorte de boîte noire. Et donc les informaticiens de cette époque ont saisi cette métaphore et ont commencé à travailler sur une technologie de réseau de neurones. Alors, il y a eu ces avancées, c'est la science, hein, ça progresse par avancée, puis à un moment ça stagne, ça recule un peu, puis ça redémarre, on ne sait pas trop. Parfois c'est aussi des impasses, il y a aussi plein de recherches scientifiques qui en fait échouent et qui n'arrivent pas au bout. Et donc les réseaux de neurones ont eu leur moment de gloire dans les années 70, et puis après ça a stagné, mais il y avait toujours dans des coins obscurs des scientifiques qui continuaient à s'intéresser à ça. Alors ils tenaient dans des colloques, alors ils étaient plutôt au 4e étage, au fond du couloir à gauche pour l'atelier de leur session, mais ce qui se passe, c'est qu'ils continuaient, et en 2008, assez précisément, il y a des chercheurs, dont d'ailleurs un Français qui s'appelle Yann LeCun, avec je crois un Coréen et un Canadien d'origine japonaise, ils trouvent non pas la pierre philosophale, mais vraiment, ils font une avancée très forte en matière de cette technologie de réseau de neurones et d'intelligence artificielle. Ils développent une technologie qu'on va appeler deep learning, l'apprentissage profond, que je ne vais pas vous expliquer maintenant, parce que ça serait assez compliqué, je ne suis même pas sûr d'en être extrêmement capable, mais ils trouvent quelque chose qui va débloquer. Et qu'est-ce qui fait que cette technique de deep learning, d'intelligence artificielle va marcher? C'est qu'ils arrivent à un moment où déjà il y a leur intelligence propre, leur capacité à trouver une technique pour faire en sorte que ça marche, mais pour y arriver, en gros, ça va être un système de comparaison successive à l'infini. Par exemple, l'intelligence artificielle va vous dire est-ce que tu vas reconnaître un chat? Alors pour qu'il apprenne à reconnaître un chat, on va lui montrer des milliers d'images, et puis à chaque fois, non, il dira ça c'est un chat, non, ça c'est pas un chat, c'est un chien, ça c'est un chat, non c'est pas un chat, c'est un papillon, ça c'est un chat, non mais il a 2 oreilles, donc, etc. Donc il en fait, et pour arriver à ces applications d'intelligence artificielle, qui notamment sont la reconnaissance faciale, justement, et la reconnaissance de parole, entre autres éléments, il faut énormément de données pour que ce réseau de neurones fasse énormément de comparaisons. Or, ces données, dans les années 70 ou 80, on ne les avait pas, mais en 2008, on les avait. Parce qu'il y avait déjà des gens comme Facebook, comme Amazon, comme Google. Voilà, alors je suis sûr que vous n'allez pas chez Amazon, vous ne faites pas cette erreur, mais il vous arrive peut-être avec votre ordinateur ou votre téléphone portable d'aller sur Google ou d'aller sur Facebook. Et nous savons maintenant que chaque fois que nous allons sur Google ou sur Facebook, nous laissons, monsieur Hervé Kempf, il a regardé où se trouvait le parc Boris Vian à Montluçon, le vendredi ou le mercredi à 8h du soir. Voilà, une donnée, puis des milliards de données. Donc cette masse de données qui permettait à ces algorithmes qui sont très longs, très lourds, de fonctionner. Et en plus, ces algorithmes, ils sont extrêmement lourds. Donc il faut des grosses capacités de calcul. Les capacités de calcul, vous vous rappelez par exemple, je pense que là aussi on a tous vu, dans les années 50, les premiers ordinateurs, l'ordinateur qui a fait, la fusée Apollo, il occupait tout l'espace de cet atelier. Et vous savez que l'espace de cette salle, maintenant, l'ordinateur qui tiendra là-dedans, il est... il faut que j'éteigne la lumière, là, c'est pour ça, de l'énergie, ça va pas du tout. Il tient dans un téléphone que peut-être vous aussi, vous avez dans votre poche. Donc voilà, il y a une miniaturisation énorme, c'est-à-dire que les capacités de calcul sont maintenant absolument énormes. Et donc quand Yann LeCun et ses collègues trouvent le deep learning en 2007-2008, ils tombent à un moment où des grandes entreprises ont des masses de données énormes qui vont pouvoir le faire et ont des capacités de calcul énormes qui vont pouvoir les faire tourner. Et tout de suite, ils s'en saisissent. Les GAFAM, ceux qu'on sait appeler les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple, les Microsoft, les GAFAM, puis plein d'autres sociétés beaucoup moins connues, voient tout de suite l'intérêt de ça, s'en saisissent, qu'ils commencent à les appliquer avec leurs données, avec leurs ordinateurs, et vont développer la reconnaissance faciale, enfin plein d'applications d'intelligence artificielle, la reconnaissance de données, plein de choses aussi, par exemple, pour savoir à quel endroit aller de tel endroit à tel endroit. Et ça va leur donner en fait un pouvoir énorme. C'est-à-dire que cette capacité
les aider à se développer. Et alors que c'était déjà des sociétés puissantes dans les années 2000, la puissance de ces GAFAM était déjà connue, mais elles vont en 10 à 15 ans, à peine, en 10 ans même, acquérir une puissance énorme. Et ça, vous le voyez par exemple, leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est combien une entreprise vaut quand on voit le nombre de ses actions et le cours de ses actions à la bourse de New York ou à celle de Paris, d'ailleurs, peu importe. Et donc, la capitalisation boursière, et ça, c'est vraiment, je suis content de l'avoir trouvé en tant que journaliste, cette information qui n'est pas très difficile à faire, mais il faut simplement la trouver, pensez à l'analyser, et vous voyez que les cours de ces sociétés qui valaient quelques milliards ou dizaines de milliards à peine au début des années 2000 croissent régulièrement à partir de 2007, 2008, 2009, 2010 pour celles d'entre elles, et vont avoir maintenant des chiffres absolument faramineux qui se comptent en centaines ou en milliards de dollars. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que ces entreprises, avant elles étaient puissantes, mais elles étaient derrière General Motors, elles étaient derrière Walmart, qui est un grand distributeur aux États-Unis, étaient derrière, je ne sais pas, General Electric, et maintenant elles valent beaucoup plus que toutes ces boîtes-là. Ce sont les firmes les plus puissantes du capitalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une puissance financière énorme. Et donc puissance financière, ça veut dire que on peut, outre la capacité économique, on peut lancer énormément de choses. Par exemple, quand vous voyez monsieur Elon Musk qui vient de racheter Twitter, c'est-à-dire qu'il a la capacité de sortir de sa poche, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, 44 milliards de dollars, c'est à peu près 44 milliards d'euros pour racheter Twitter. Donc ils ont un pouvoir économique d'acheter, de retirer, d'influer sur la vie économique. La deuxième chose, c'est qu'ils vont aussi avoir un pouvoir en matière de politique, parce qu'ils vont influencer, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, par les campagnes électorales qu'ils vont soutenir, ils vont pouvoir influencer sur la politique. Par exemple, là encore, dans les dernières élections, il y a un certain nombre de sénateurs aux États-Unis qui sont soutenus, parce qu'aux États-Unis, vous avez un financement totalement libre des campagnes électorales qui ont été soutenues par tel et tel et tel milliardaire. C'est maintenant quelque chose de connu aux États-Unis, c'est que la politique se fait par les milliardaires. Ils vont aussi pouvoir acheter des médias et donc influencer. Vous savez que dans quasiment tous les pays, les grands médias télévisés notamment, mais aussi la presse appartient à ces grandes puissances financières. Et puis c'est un troisième aspect qui est, à mon sens, aussi important, c'est que ça leur a donné aussi une confiance en eux énorme. Et donc ça leur a donné une confiance en leurs propres idées énorme. Quand Elon Musk ou Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg passent en 10 ans de X milliards de dollars à devenir quasiment maître du monde, en tout cas une puissance énorme, à être acclamé partout, ils se disent « ce que j'ai fait moi, c'est formidable, et ce que je pense moi, c'est formidable ». Et en gros, ils pensent quelque chose, ils pensent plus ou moins la même chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette idéologie? En fait, c'est une idéologie qui est née dans la Silicon Valley, alors qu'on appelle le libertarianisme, en partie. Donc à la base, c'est vraiment le néolibéralisme poussé à fond, c'est-à-dire l'idée que le marché répond le mieux à tout, les individus sont les plus forts et si quelqu'un réussit, c'est essentiellement par ses qualités propres. Et la compétition est vraiment l'arme et la méthode de relation sociale normale pour avancer. Et puis, ce discours s'associe, dans le cas de la Silicon Valley, à une croyance en la technologie, dans les pouvoirs de la technologie énorme. C'est-à-dire, non seulement la technologie peut répondre à tous les problèmes, mais elle va évoluer à un point tel qu'elle va représenter un nouvel état de l'humanité. Alors ça prend, par exemple, Kurzweil, qui est il y a d'autres personnes, mais qui est maintenant le directeur de recherche de Google, mais qui a joué un grand rôle là-dessus, a même développé l'idée que l'évolution de l'informatique, de l'intelligence artificielle, la convergence des technologies, la génétique, la biotechnologie, la nanotechnologie, l'informatique quantique, etc., va converger et qu'on va arriver à une situation d'humanité 2.0, c'est-à-dire où en fait les machines, les robots, les ordinateurs auront atteint un niveau d'intelligence supérieur à celui de l'humain, des êtres humains. Et donc l'on va rentrer dans une société où il y aura finalement une humanité hybride. Alors là, ça varie un petit peu, mais soit on sera avec les machines et il y aura une partie des gens qui s'associeront avec les machines, ou d'autres qui seront hybridés avec les machines. Il y a aussi des fantasmes d'immortalité qui se développent. Toujours est-il qu'une vision du monde où la technologie va avoir à répondre à tout, elle va se développer de manière
illimité, et c'est une nouvelle étape de l'humanité. Et puis un troisième aspect qui est très important, qui est en fait l'idée que tout le monde ne va pas, toute l'humanité ne va pas rentrer dans cette nouvelle développement de l'histoire. Il va y avoir ceux qui vont en être capables, qui vont être associés avec la machine, et puis il y aura une vaste partie de l'humanité qui restera à un état, sinon végétatif, en tout cas très, très inférieur. Et ça, c'est pas c'est dit par plusieurs textes, mais dont un que je trouve très frappant, parce que c'est un auteur, Yuval Noah Harari. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler ou lu des livres comme Homo Deus ou Homo Sapiens. Alors je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ça dit quelque chose, ce sont des livres qui ont été lus, diffusés à 2 millions d'exemplaires, enfin qui sont vraiment des livres extrêmement importants, qui ont eu un impact énorme, qui ont été aussi salués par des gens comme Bill Gates. Et qu'est-ce que dit Yuval Noah Harari? Au XXIe siècle, ceux qui prennent le train du progrès acquerront des capacités divines de création et de destruction. Qui reste à la traîne sera voué à l'extinction. Et je poursuis, toujours entre guillemets, il y aura une petite élite privilégiée d'humains augmentés. Augmentés par les machines, augmentés par ces nouveaux dispositifs. Je continue, et c'est toujours une citation, entre guillemets. Ces surhommes, le terme de surhomme, jouiront de capacités inouïes et d'une créativité sans précédent, ce qui leur permettra de continuer de prendre des décisions les plus importantes du monde. Ils rendront des services cruciaux au système qui ne pourra ni les comprendre ni les gérer. Mais la plupart des humains ne seront pas augmentés et formeront donc une caste inférieure, doublement dominée par les algorithmes informatiques et les nouveaux surhommes. Alors voilà, l'idéologie de ces gens-là, de ces nouveaux dominants, de ces gens qui représentent la pointe du capitalisme. C'est eux maintenant qui définissent, par exemple, quand Klaus Schwab du Forum de Davos, du Forum économique mondial, dit on est rentré dans la 4e révolution industrielle, il exprime cette idéologie. Et cette idéologie, c'est il va y avoir des surhommes, il va y avoir une caste inférieure, et en fait, on se trouve là, à la fin de l'idéal des Lumières, qui est un idéal, mais qui reste malgré tout un bel idéal, qui est celui, vous savez, les Lumières, c'est dans le prolongement de l'humanisme, c'est l'idée que tous les humains, quelle que soit leur race, quel que soit leur genre, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture, ont un droit égal et une dignité égale à participer à l'aventure humaine, au progrès, aux choix collectifs qui se font. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les humains, quelles que soient toutes les différences qui, apparemment, les différencient, les caractérisent. Là, avec ces messieurs, et essentiellement ce sont des hommes, on met fin à cet idéal universaliste. On admet l'idée que le développement de l'histoire va se faire par une nouvelle spéciation quasiment entre des surhommes et le reste de l'humanité. Alors voilà où on en est, et j'insiste là-dessus, ça veut dire que non seulement on n'est plus dans un état de capitalisme comme en 2008 qui avait été au bout de sa cupidité et puis qui n'avait plus de vraies racines, de vrais projets intellectuels. Là, ce qui s'est passé justement, c'est que depuis une dizaine d'années, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et tous les développements technologiques qui se produisent, une nouvelle vision du monde, une vision de l'avenir s'est formée, et une vision qui n'est pas, certes pas au bénéfice de tous. Alors, au passage, je signale, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais que la question écologique est pour eux quelque chose de très secondaire. On ne va pas vraiment la prendre en compte. On va faire croire ou croire soi-même que par la géo-ingénierie, par les OGM, par un certain nombre de dispositifs techniques, par le nucléaire, on va pouvoir répondre aux problèmes. Et puis de toute façon, on se dit que dans les fantasmes les plus... mais qui sont pris au sérieux par des gens qui sont quand même pas absolument idiots. Je pense que Jeff Bezos et Elon Musk ont quand même un niveau intellectuel assez développé, mais croient sincèrement que l'avenir, c'est d'aller sur Mars, c'est d'aller créer des colonies planétaires. Et puis, à titre personnel, très souvent, ils se trouvent des situations protégées. Ils imaginent assez bien un monde très sous forme d'apartheid, avec des séparations physiques, ou aller vivre en Nouvelle-Zélande ou dans des îles flottantes artificielles au cœur du Pacifique, ou dans des endroits où ils seront protégés des désastres qui se produiront. Donc pour eux, la question écologique est très secondaire, alors que pour nous, elle est devenue en fait extrêmement cruciale.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça conduit, cette nouvelle évolution du capitalisme? D'une part, il n'y a aucune remise en cause. C'est-à-dire que la remise en cause qu'on avait pu pressentir, imaginer par le système lui-même dans les années 2008-2009 est totalement évacuée. Maintenant, on considère que les choses vont continuer et même on va les encourager. Par exemple, alors, par le Covid, qui est une pandémie importante, et d'ailleurs certains d'entre vous, et vous avez sans doute tout à fait raison, mais vous accepterez que nous ne mettions pas de masque, mais mettre des masques, donc ça reste présent dans notre réalité de tous les jours, et cette pandémie est là. Au passage, c'est une pandémie qui a été causée par le capitalisme, et annoncée par les écologistes d'ailleurs depuis 15 ans. Hein. Moi je sais que dans Comment les riches détruisent la planète, un livre qui a été publié en 2007, comme j'avais interrogé des écologues, des naturalistes, des scientifiques, qui disaient, vu l'érosion de la biodiversité, il y aura des pandémies. Et il y en a beaucoup d'autres qui l'ont dit, et ça n'a pas empêché qu'on a continué à détruire la biodiversité, à déforester, à détruire les forêts, ce qui fait que ces virus qui vivaient tranquillement au fond de la forêt, accrochés dans un organisme de chauve-souris, se sont retrouvés parmi nous ce soir. Pourtant, il n'y a pas de vraie remise en cause, ni de la déforestation, ni des trafics aériens qui ont permis que cette pandémie se répande à une allure extraordinaire, alors que par exemple la grippe espagnole dans les années 2017-2020 avait mis 2 à 3 ans à faire le tour du monde, etc. Et même, bon, donc le Covid a même été saisi comme une opportunité pour développer à fond le numérique, notamment. Par la visioconférence, le télétravail généralisé, les applications Covid, la biométrie pour aller dans les avions, la reconnaissance faciale aussi. Enfin voilà, le numérique à l'école. Ça a permis l'accélération qui reste le vrai projet des gouvernements et des capitalistes à l'heure actuelle. Par exemple, je fais une petite incise dans le plan sur la sobriété qu'a diffusé récemment le gouvernement. Il y a des mesures qui sont pas mal, qui sont très insuffisantes, ce n'est pas le débat de ce soir, mais bon, voilà, qui sont acceptables. Et puis il y a tout un passage sur il faut développer la 5G. Alors même que le Haut Conseil pour le climat a dit dans un avis de juillet 2021, enfin mai 2021 je crois, la 5G aura des effets d'augmentation des gaz à effet de serre et du CO2, et donc il faudrait le limiter. Ça n'empêche pas le gouvernement de continuer à dire, dans un plan pour la sobriété, donc on dit plan pour la sobriété c'est bien, il faut développer la 5G, comme ils ne tiennent aucun compte des avis des scientifiques quand ils ne sont pas d'accord avec eux. L'écologie reste secondaire, et puis on est aussi, parce que ce qui se passe quand même de quelque chose de nouveau, c'est que dans cette vision que je vous ai présentée, où il y aura des surhommes et des castes inférieures, les gens s'en rendent compte. Les gens finissent par se rendre compte, même s'ils n'ont pas tout à fait les mots que je viens de vous dire. On sait maintenant de façon claire que le développement du capitalisme et du système économique actuel ne se fait pas au bénéfice des gens. Si on revient en arrière, par exemple, dans les années, ce qu'on a appelé en France les 30 glorieuses, hein, les années 50, 60, 70, le capitalisme pouvait se développer. On disait le monde libre à l'époque, quand on était dans la guerre froide, en opposition à l'URSS. Il y avait quand même une vision des défenseurs du capitalisme, dans la mesure où ils s'associaient à la liberté et à l'idée qu'on allait donner un niveau de prospérité valable pour tout le monde, qui convainquait une large partie de la population. Et une large partie de la population se disait, bah oui, ce système économique qui s'associe aux libertés et qui permet une certaine prospérité et une distribution, un progrès du confort matériel et du niveau de vie quand même pour tout le monde, ce qui est historiquement vrai, ce système est valable. Et donc un grand nombre de gens le soutenaient. Là maintenant, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire que la vision du monde qui commence à se dégager et la réalité même du développement des inégalités, de la catastrophe écologique et des difficultés dans lesquelles de plus en plus un plus grand nombre de gens se trouvent, on sent bien qu'il n'y a plus d'adhésion au système. Donc ce système se maintient aussi par un caractère policier. C'est aussi un capitalisme policier. Donc on va appliquer, et c'est d'ailleurs un des grands développements de l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la reconnaissance faciale, à la fois parce que c'était un des premiers développements des techniques développées par Yann LeCun et ses collègues, mais aussi parce que c'est un instrument notamment de sécurité, parce qu'il appelle sécurité, et de gestion policière.
parce que telle personne, par exemple, vous allez à une manifestation, il va commencer à y avoir des caméras partout, où on va vous photographier, et puis après ils vont les mettre dans des fichiers, et puis on va reconnaître, tiens, monsieur Pierre Goldberg était à la manifestation contre la réforme des retraites, et puis il était aussi là, et puis il a animé une conférence sur Crève le capitalisme, et puis voilà, c'est ça qui se développe. Donc développer de plus en plus l'intelligence artificielle, puis développer en fait par la gestion des données, par tous les fichiers qui se mettent en place, par tous ces croisements de données, la surveillance des populations, développer aussi les prisons, c'est quelque chose qu'on oublie, mais il y a un développement des prisons qui continue à se faire dans tous les pays. Alors ça a été particulièrement documenté pour les États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont le plus grand nombre de prisonniers au monde. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 2 millions de personnes sont en prison aux États-Unis, c'est-à-dire pas loin de 20% de la population, un peu moins, 0,7% de la population. Il y a plus de personnes en prison aux États-Unis que de paysans. Voilà où on en est. Mais dans tous les pays, les États-Unis sont vraiment en pointe là-dessus, enfin, on préférait, bref. Mais dans tous nos pays aussi, on développe les prisons. Je n'ai pas le chiffre là, mais M. Macron a promis de multiplier le nombre de places de prison. Enfin, la réponse est toujours ça. Pourquoi en fait emprisonner toujours plus? Parce que c'est aussi une guerre sociale. Aux États-Unis, c'est clairement une guerre sociale. Voilà, c'est peut-être un débat, on reviendra là-dessus, mais il y a cette gestion de plus en plus qui se fait. Et puis, la police aussi est de plus en plus violente dans toutes les manifestations, dans toutes les protestations. Elle est impunie, elle est protégée. La loi de sécurité globale qui est passée l'année dernière a encore limité les contrôles que l'on peut exercer sur la police. Et puis, globalement aussi, la stratégie de ce capitalisme, techno-capitalisme, est de plus en plus de soutenir l'extrême droite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, les milliardaires finançaient des campagnes de sénateurs, et de plus en plus ouvertement. Alors, avant, ils soutenaient souvent les démocrates, la Silicon Valley soutenait les démocrates, qui n'étaient pas extrêmement progressistes selon nos critères, mais enfin... voilà, mais maintenant, de plus en plus ouvertement, ils soutiennent Trump, ils soutiennent le Parti républicain. Et puis en France aussi, on voit la politique qu'a fait Macron pendant le dernier quinquennat, qui a toujours été d'envoyer des signaux à l'extrême droite et de se positionner par rapport à l'extrême droite plutôt que par rapport aux logiques de gauche, ou même des gens comme M. Bolloré, de plus en plus ouvertement, qui par sa chaîne CNews a soutenu les idées de M. Zemmour de manière très forte l'année dernière. Donc on est dans ce schéma où le technocapitalisme développe une nouvelle vision du monde avec une nouvelle dynamique, et qui admet que ça ne sera pas pour tout le monde, et donc admet ce qu'un porte-parole de l'ONU, M. Philippe Alston, a appelé l'apartheid climatique. Pourquoi climatique? Parce que l'évolution aussi de réchauffement climatique conduit de plus en plus à ce qu'il y ait des souffrances qui soient de plus en plus durement portées par la partie la plus pauvre de la population mondiale, pendant que les pays riches en seraient en quelque sorte protégés, et qu'en particulier les plus riches soient protégés des effets les plus durs de ce changement climatique. Donc à la fois admettre une vision où il y aura un apartheid, une séparation entre des surhommes et des castes inférieures, admettre le fait que ça n'est pas populaire et que ça ne peut pas entraîner l'adhésion de la population globale, aussi bien dans nos pays qu'au niveau mondial. Et puis, troisième point, développer des stratégies pour faire face à l'opposition croissante, sur lesquelles je vais revenir, l'opposition croissante de ces populations par l'application même des techniques d'intelligence artificielle et d'autres techniques informatiques numériques pour contrôler la population, par les médias aussi, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'on en dira un petit mot dans le cours de la soirée, par des moyens accrus de police, et puis politiquement, en essayant de convaincre une partie de la population que le problème c'est les migrants, c'est l'islam, c'est les étrangers, plutôt que l'inégalité énorme des revenus qui existent dans la situation. Que j'ai quand même oublié de vous dire une chose qui est absolument essentielle et qu'il ne faut jamais oublier. Je reviens un peu en arrière sur les 30 Glorieuses, vous vous rappelez, cette phase du capitalisme keynésien. Il y avait une stabilité des inégalités. Ça ne veut pas dire que dans ces années-là, années 40, 50, 60, 70,
il y avait une inégalité. Mais il y avait égalité. Mais il y avait l'inégalité était stable. Elle n'évoluait pas. C'est-à-dire que le partage capital-travail n'évoluait pas. Alors, je vous le fais dans l'air, vous allez comprendre. Je n'ai pas la référence exacte là. C'est notamment une étude de Friedman et Sachs qui montre l'évolution du salaire, je vous le fais précisément, du salaire des 3 principaux dirigeants des 100 plus grandes entreprises américaines rapporté au salaire moyen dans ces entreprises. Et ce rapport était de l'ordre de 30 durant ces années des 30 glorieuses. Alors ça oscille. Et puis ça augmente à partir de 1980, exactement au moment où Reagan et Thatcher arrivent au pouvoir. Et puis ça monte jusqu'au début des années 2000, jusqu'à atteindre, je crois, plus de 200. Début des années 2000. Et puis là, ça va rester jusqu'à 2008. Alors ils ont refait l'étude en 2010. Ça reste à peu près stable. Ça descend un peu en 2010, il y a cette crise, ça descend un peu. Ça recommence à croître, un peu moins rapidement, mais ça recommence à croître. C'est-à-dire qu'on a des niveaux d'inégalité absolument énormes. Et ça, c'est un caractère vraiment essentiel dans la structuration de nos sociétés aujourd'hui. Si on oublie ça, à mon avis, on n'a pas la clé de compréhension. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est une clé de compréhension indispensable pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, une question qui se pose, c'est que faire ? Que faire dans cette vision ? Parce qu'on a l'impression que non seulement ils sont très puissants, mais en plus, ils se sont renforcés. Ils ont non seulement les moyens, mais ils ont la force, en tout cas une partie d'entre eux, la force d'être convaincus de ce qu'on veut faire. Quand vous aviez les capitalistes spéculateurs, les banquiers là, en 2007-2008 qui trafiquaient sur la titrisation, etc., il y avait que la cupidité, donc ils étaient faibles en fait. Ils avaient encore toute la puissance financière, l'État, les médias, mais quand vous n'avez plus une dynamique qui vous porte, une conviction qui vous porte, c'est faible. Là, ils se sont reforgés. Pour ça, des personnages comme Elon Musk sont aussi parlants, mais les Bolloré, les Arnault, les Bezos, tout ça, c'est des gens qui sont convaincus que ce qu'ils font, c'est bien. Et donc, ils ont une force, au-delà de leur puissance, qui est très grande. Donc, ça pourrait nous rendre totalement fatalistes en disant « Oh là là, on n'est pas au bout du chemin. » Alors bon, on n'est pas au bout du chemin, mais c'est pas non plus... on est tout à fait face au mur. Alors, il y a quelques idées. Je ne prétends pas du tout avoir la solution, mais quelques idées qu'on peut avoir pour essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors d'abord, je dirais, mais peut-être que vous, ça ne vous parlera pas spécialement, parce que je pense que vous avez une culture politique que peut-être beaucoup d'écologistes n'ont pas, ou n'avaient pas jusqu'à récemment, et moi je vous rappelle que je parle d'abord en venant de l'écologie et surtout par rapport au mouvement écologique. Mais maintenant, ça se généralise. Mais abandonner la candeur et se dire qu'il n'y a rien à attendre des dominants, en dehors des rapports de force. C'est-à-dire que ce sont des adversaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut leur couper la tête ou sortir la Kalachnikov ou je ne sais quoi tout de suite, mais se dire que si M. Macron, on est en France, donc on va prendre M. Macron, même si on voudrait quand même utiliser d'autres noms ou avoir d'autres noms, mais si ceux d'en face font quelque chose qui peut être à peu près correct, c'est pas du tout parce qu'ils ont le souci du bien commun ou de l'intérêt général ou qu'ils ont évolué dans leurs idées, c'est parce qu'ils ont subi une contrainte et qu'ils obéissent par rapport à un rapport de force. Donc c'est vraiment important. Je pense que pour vous, ce n'est pas quelque chose d'absolument nouveau, mais je peux vous dire que pour beaucoup de jeunes qui découvrent la politique depuis une dizaine d'années, qui souvent découvrent la question politique par la question écologique, par le mouvement climat qui est né notamment à partir de 2018, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est de se dire aussi que, là je vous ai décrit un aspect de la réalité historique que nous sommes en train de vivre. Mais un autre aspect, c'est qu'il y a eu des révoltes qui se déroulent en permanence, qui se sont déroulées en permanence et sur lesquelles on va revenir. Alors, après 2011, après cette crise de 2008-2009, il y a eu en fait énormément de révoltes.
Ça a été très bien documenté par des chercheurs, des centres qui se spécialisent là-dessus. Ils analysent, ils essaient de trouver une méthode pour bien analyser qu'est-ce qui caractérise une émeute, une révolte, une rébellion. On va compter le nombre de gens qui sont impliqués, la durée que ça joue, quels sont les pouvoirs qui sont en face. Enfin, ils développent une méthode pour essayer de catégoriser et d'inventorier toutes ces rébellions. En fait, ce qu'ils ont observé, c'est que vous vous rappelez du printemps arabe, évidemment. Toutes les révoltes qui ont eu lieu en arabe, dans le monde, en Tunisie, en Syrie, au Yémen, à Oman, en Égypte, il y a eu des mouvements extrêmement puissants. Mais en fait, dans ces années 2011, il y avait eu des mouvements aussi au Chili, il y a eu des mouvements après Fukushima au Japon extrêmement importants, il y a eu des mouvements au Québec, il y a eu des mouvements en Turquie sur la place Taksim, etc. Il y avait eu un mouvement général dans tout le monde de rébellion, d'émeutes, de protestation contre évidemment ce qui apparaissait nettement. Et puis il y a eu ce qu'un historien, Emmanuel Wallerstein, qui est décédé il y a peu de temps, il y a 1 ou 2 ans, avait appelé une contre-révolution. Il disait de la même manière qu'en 1848, vous vous rappelez peut-être, enfin, vous avez appris à l'école comme moi, j'ai des souvenirs un peu lointains, mais avant 1848, il y a eu dans toute l'Europe plein de révolutions qui ont conduit à celles qu'on connaît en France, mais en fait, il y en a eu dans plein d'autres pays. Et puis, dans les années qui ont suivi, les dominants, la bourgeoisie, les monarchies, ont fait une contre-révolution, ont réprimé très fortement toutes ces révoltes qui peut-être, mais sans doute n'étaient pas mûres, puisqu'elles ont été battues. Voilà. Et ce que dit Emmanuel Wallerstein, c'est qu'après 2011, on a connu la même chose. Il y a eu une contre-révolution. Et puis après, il y a eu ce mouvement que je vous ai décrit, et par lequel le capitalisme s'est retrouvé une nouvelle force idéologique, confortant sa domination matérielle. Mais à nouveau, ça a continué, parce que les germes structurels de la révolte, ils sont là plus que jamais. À la fois par cette montée des inégalités, à la fois par la gravité de la catastrophe écologique qui est de plus en plus sensible et qui se manifeste concrètement dans la vie des gens à travers le monde, par l'image qu'on commence à bien se faire des projets des technocapitalistes qui ne sont pas du tout à l'intérêt de tout le monde. Et il y a eu à nouveau des mouvements de révolte dans les années 2019. Vous avez eu au Chili en 2019, c'est une des rares qui a réussi. Il y a eu un président de gauche, qui était un jeune étudiant né dans le mouvement grandi dans le mouvement de 2011. Il y a eu les Gilets jaunes en 2018-2019, ce n'est pas absolument négligeable. Il y a eu Hong Kong, la révolte des parapluies en 2019. Il y a eu le mouvement d'Irak en Algérie en 2019 aussi. Il y a eu la Biélorussie en 2020. Enfin, vous voyez, partout, il y a eu cette poussée énorme de rébellion qui venait à nouveau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! La pandémie du Covid. Elle est tombée à point. Alors, ne vous méprenez pas sur mes propos, je ne fais pas de complot, etc. Et je ne prétends pas du tout que c'était... je ne le dis pas. Et je ne le pense pas, soyons clairs. Mais, comme l'a dit Barbara Stiegler, c'était une opportunité. Ça tombait bien. Parce que la pandémie a mis un couvercle sur tout ce mouvement. Donc on se retrouve 2 ans après, on commence à sortir de la pandémie, même si on sait qu'elle est toujours là. Même si on sait qu'il y en a d'autres, et en tant qu'écologiste, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui vont venir, surtout si on ne prend pas un certain nombre de mesures et de politiques qui seraient absolument indispensables. Mais voilà, on est dans ce monde. Et ça n'empêche pas que les choses, les éléments déterminants sont là, et des rébellions et des révoltes peuvent à nouveau se développer et se poursuivre à travers le monde. Il y a aussi se dire qu'on remporte des victoires. Alors je sais que ça paraît un peu étonnant, mais en tant qu'écologiste, on a peut-être plus de mal que plus de facilité. Enfin, non, le terme n'est pas bon, mais toujours est-il que moi je regarde beaucoup les questions écologiques et je trouve que sur la question écologie, on peut remporter des victoires, pas la grande, mais peut-être plus que dans les mouvements sociaux. Mais depuis quelques années, par exemple en France et en Europe, on a contrebattu les OGM. Il n'y a pas, pour l'instant, d'organismes génétiquement modifiés qui soient diffusés à très grande échelle, comme le voulait l'agro-industrie dans les années 90 et 2000. Le gaz de schiste en France et globalement en Europe a été empêché. C'est un mouvement populaire incroyable. Les projets de Notre-Dame-des-Landes a été empêché. La lutte a été rude, mais ça a été empêché.
Il y a toujours plein de projets d'autoroute et des délires sur de nouveaux aéroports, etc., des zones d'activité, mais l'autoroute Lyon-Saint-Étienne, qui n'est pas absolument si loin d'ici, le projet de M. Vauquiez a été empêché. Puis il y a d'autres plus petites victoires, mais par exemple la chapelle d'Arblay, qui est aussi une belle histoire, si vous avez fait attention, c'est une grande papeterie qui faisait du papier recyclé à Rouen, que la firme, alors que la boîte gagnait de l'argent, la firme a voulu fermer. Il y a des ouvriers qui se sont battus pour le maintenir en disant mais nos machines tournent, on a besoin de papier recyclé en France, on peut trouver un équilibre économique. Et cette lutte a été très intéressante parce que s'y sont associés non seulement des syndicats ouvriers comme la CGT, mais aussi Greenpeace et des écolos qui ont dit oui, on fait cause commune parce que c'est important de défendre une papeterie de papier recyclé et qu'il faut qu'on trouve des moyens de montrer que le travail, l'usine, l'industrie, de temps en temps, dans des bonnes conditions, c'est en accord avec un combat écologique. Donc voilà, se dire aussi que des victoires, c'est possible. Et on peut continuer à en gagner. Et c'est important parce que c'est quand même la victoire qui donne de la force. Parce que si vous jouez, enfin moi je ne fais pas de sport, donc je ne vais pas prendre de comparaison sportive, mais quel que soit le domaine dans lequel on est, si on se prend toujours des gadins et qu'on échoue toujours, au bout d'un moment on abandonne. Mais si on remporte, on perd un coup, mais on gagne le suivant, allez, là, et vous voyez, ça donne de la force. Chaque victoire donne de la force. Il faut se dire, en fait, se rappeler. C'est pas se dire, mais il faut se rappeler qu'on en a gagné et qu'on peut en gagner. Alors moi, je vous donne beaucoup d'exemples sur l'écologie. J'espère qu'on va trouver d'autres cas dans d'autres domaines. Sur un plan plus stratégique, enfin stratégique, c'est un bien grand mot, mais se dire que politiquement, il est indispensable de faire l'alliance des luttes. Alors il faut les faire, il y a deux entrées pour ce terme. Il y a d'une part de faire une alliance des luttes. Arrêter d'opposer, on l'a trop fait, ça évolue beaucoup maintenant, mais la représentation politique et le terrain. Avant, il y avait en gros les gens qui disaient la seule chose, il faut être dans le Parlement, il faut changer l'État, et c'est là que ça se gagne, et vous, ce que vous faites sur le terrain, c'est même contre-productif, ça va dissuader les gens de voter, ou je sais pas quoi. Et voilà. Et souvent, des gens de terrain disaient oui, mais c'est nous qui nous battons. Enfin, je prends à nouveau beaucoup d'exemples dans l'écologie, parce que, une fois de plus, vous l'avez compris, c'est ma culture essentielle, mais vous trahissez, regardez ce qu'on fait le PS, on ne peut rien avoir par la voie parlementaire ou de la représentation. Donc là, on est en train d'évoluer, il y a un enjeu, je pense, de retrouver une sorte d'alliance, et de se dire, il faut gagner, on peut progresser par tous les terrains à la fois. Progresser sans abandonner, c'est pas parce qu'on est dans la lutte pour la représentation politique, et même si on est dans le système oligarchique, il y a quand même encore des marges de manœuvre par l'élection qu'il ne faut pas laisser totalement dépérir, qu'il ne faut pas abandonner à l'adversaire, mais il ne faut pas que ça se fasse exclusivement et en opposition avec les luttes de terrain. Et inversement, les luttes de terrain doivent se faire en comprenant que la représentation politique peut être utile. Et de ce point de vue-là, la victoire de Notre-Dame-des-Landes a été importante parce qu'elle a réuni tous les registres d'action, en quelque sorte. Il y a eu des experts, il y a eu des associations, il y a eu des manifestations et des pétitions, j'allais dire à l'ancienne, en fait, qui sont toujours utiles. Il y a eu du travail avec les élus, il y a eu du travail des défenses plus radicales quand il y avait des attaques de police qui se faisaient, il y a eu des sabotages. Tout a été utilisé. Et ça n'a pas été facile au sein de toute l'Alliance qui menait la lutte pour préserver ce magnifique coin de bocage. Mais malgré les discussions parfois vives, parfois les désaccords, parfois les erreurs, parce qu'une lutte collective, il peut aussi y avoir des erreurs, cet attelage a toujours été maintenu. Et je pense que c'est vraiment une matrice utile de garder ça en tête et de dire que pour gagner, il faut faire des alliances. Et il faut faire des alliances, y compris dans les modes d'action politique. Et chacun va là où il s'y sent le mieux. Il y a aussi peut-être une alliance des luttes dans des luttes très différentes. Là, je reprends un terme de Assa Traoré, vous savez, du collectif Justice pour Adama, ce jeune homme qui a été tué par la police maintenant il y a 5 ans. La gendarmerie. Absolument. Oui, pas par la police, par la gendarmerie à Beaumont-sur-Oise. Tout à fait, par des gendarmes. Et donc qui se battent beaucoup, et derrière ce combat, il y a le combat contre les violences policières, et qui a eu, il y a 2-3 ans, un mouvement vraiment intéressant d'union avec le mouvement climat,
de participation collective, commune au mouvement de l'un et de l'autre. Et ce que disait Assa Traoré, je ne fais que répéter ses paroles en n'espérant pas les déformer, c'est qu'il ne faut pas viser la convergence des luttes, mais en revanche, il faut s'allier. Chacun et chacune, eux, ils vont rester quand même sur leur rail qui est tellement important de la lutte contre les violences policières. D'autres vont lutter pour le climat, d'autres vont lutter pour protéger les droits des migrants, d'autres vont lutter contre le nucléaire, d'autres pour l'agriculture biologique, etc. Chacun est un petit peu dans son combat et il a du sens, mais il faut trouver quand même les moyens de faire des alliances, de temps en temps, d'être en coordination, de retrouver des moments où ça vaut le coup d'être ensemble, parce que l'adversaire est commun, même si ça prend des formes différentes. Et une autre idée de cette logique d'alliance, c'est aussi le concept d'archipel ou d'archipélisation. C'est-à-dire l'idée que maintenant, le système paraît tellement fort qu'il paraît illusoire à relativement court terme, même s'il ne faut pas abandonner cet objectif, on l'a vu, de se dire qu'on va tout changer par l'État et par la société. Et donc de ne pas mobiliser tous les efforts là-dessus. Et de ne pas être non plus dans des combats trop frontaux. Et donc l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de lieux, d'alternatives, de communautés qui soient dispersées, qui vont à la fois développer des communautés de vie, des communautés de travail, des façons d'être ensemble différentes et aussi de lutter et d'être non pas unifiés, parce que le système en face est tellement fort et tellement vertical et tellement violent que s'il arrive à identifier une force unie en face, il va chercher à la démolir, alors qu'il est beaucoup plus impuissant face à quelque chose de dispersé. Et donc cette archipélisation, c'est aussi cette idée d'une dispersion, mais une dispersion qui sera en quelque sorte, peut-être pas coordonnée, mais qui serait en communauté d'intelligence commune, pour pouvoir, à certains moments, d'une part, répandre des idées alternatives et souvent des luttes qui sont plus difficiles à réprimer quand elles sont multiples et très diversifiées, et puis aussi être capable de se réunir à des moments décisifs. Et puis un point sur lequel, qui est important et que m'a aidé à mûrir tout à l'heure la discussion qu'on a eue en automobile avec Pierre, c'est aussi, vous savez, le début là, on a commencé par le mot imaginer. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Eh bien, il faut imaginer la fin du capitalisme. Il faut l'imaginer parce que si on est seulement à se dire qu'on va défendre, on va protéger, on va être toujours en défense, on perd, et puis c'est pas motivant au bout d'un moment. Et puis là, on est un certain nombre, comme maintenant je suis relativement âgé, j'ai 65 ans, donc je joue avec cet âge, je me dis, comme nous sommes certains peut-être, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi, mais disons-le nous, comment est-ce qu'on peut aussi convaincre des jeunes de 25, de 30 ans, si on est toujours dans la défense? Il faut être pas forcément dans la conquête, pas dans ce vocabulaire militaire qui est celui de nos adversaires, mais imaginez, on a besoin, ok, on va sortir du capitalisme, parce que le capitalisme, écologiquement, c'est nul, c'est des inégalités, c'est de la misère de plus en plus pour tout le monde, ça nous mène dans la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Et se dire que ce qu'on fait à la place, mais c'est possible, c'est imaginable, c'est réaliste. C'est réaliste de se dire, on va être ensemble par la coopération plutôt que par la compétition. C'est possible de se dire, le but dans la vie, c'est pas de gagner toujours plus et d'abattre les autres, c'est de trouver des modes d'existence communes, etc. Vous voyez, d'imaginer le post-capitalisme, d'imaginer un monde où il y aura plus de liens et moins de biens, où on va pas seulement faire la sobriété en mots, mais se dire franchement, on réduit l'économie de matière, de consommation, la réduction, on réduit la consommation d'énergie, mais on développe ce qui est utile aux gens, on développe notamment la santé. Quand on voit à quel point ça se dégrade, mais ils cassent, en ce moment, regardez ce qu'ils font, c'est tellement flagrant. Ils cassent l'hôpital et ils développent la 5G. Vous avez besoin de la 5G ici? Vous avez besoin non? Déjà, on a ce téléphone, là, il paraît que ça s'appelle 4G, bon, bah, c'est utile. Ok, on fait avec, de toute façon, ça devient difficile de vivre sans. Mais on a besoin de la 5G. Si on a besoin d'hôpital, en revanche, on a besoin d'hôpital. On a besoin de médecins dans les
dans l'Allier, en Lozère, en Cantal, enfin à moins que dans l'Allier vous n'ayez pas de problème de médecin, mais je peux vous dire que chez nous, enfin chez nous c'est... Bref, en Lozère, la question du médecin c'est compliqué, puis quand l'ophtalmo, ah oui j'ai un rendez-vous dans 3 mois, il faut que j'aille à Montpellier ou au Puy, enfin bon, etc. etc. Donc voilà, se bagarrer pour la santé. L'éducation, on a besoin d'une bonne éducation, de former les jeunes, etc. Les transports, c'est très bien qu'on soit venu en voiture, mais on aurait pu venir avec un train à Montluçon. Et puis, vous voyez, etc. Bon, développer tout ça. L'alimentation saine. Aujourd'hui, ils ont publié une nouvelle étude qui est parue, qui dit que la fertilité diminue dans tous les pays du monde parce que les spermatozoïdes ont chuté de moitié dans les échantillons qu'on prend. Alors, ils viennent de le publier. Alors, moi, je le dis parce que le Reporter, ça a eu une existence en 1989. Déjà en octobre 1989, on avait fait notre numéro sur alerte, notre sperme est pollué. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait des études, et comme souvent en écologie, on annonce les trucs à l'avance, et puis la science avance et elle le confirme. Donc maintenant, et pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes de fertilité, cette pollution dans ce qui est de plus intime, dans notre appareil reproducteur? Alors bon, à 65 ans, on me dirait, c'est plus le problème, mais il n'y a pas que nous sur Terre, il y a tous nos enfants et nos descendants, parce qu'il y a plein de pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des phtalates, il y a tout ça. Et il faut qu'on imagine un monde où on a une alimentation saine, où simplement des jeunes gens de 20 ans ou de 30 ans puissent avoir un enfant, une fille, un garçon, sans passer par la médicalisation et toutes les souffrances que ça implique. Donc voilà, on peut... Et puis, il y a peut-être des choses plus joyeuses. Imaginez ce monde, quoi, où on n'est pas obligé de regarder des écrans dans son salon en buvant de la bière pour une Coupe du Monde au Qatar, où on a tué des gens, où on a exploité des gens et où on fait un nouveau désastre écologique pour voir des gens qui à nouveau sont payés des millions pour pousser... tout ça est absurde, quoi. Il vaut mieux faire la fête ensemble et se retrouver avec machin qui joue de la guitare, on boit des coups, on rit et on n'a pas besoin de tous ces équipements. Enfin voilà, je donne que ces quelques exemples parce qu'il faudrait un talent d'écrivain ou de poète ou d'artiste que je n'ai pas ce soir, mais imaginez vraiment le post-capitalisme et se dire non seulement on va gagner, mais on sait vers quel type de société on ira. Ça ne sera pas le paradis, mais ça permettra en tout cas que les gens aillent mieux. Voilà. Eh bien écoutez, merci de votre attention. Bon, mais c'est le moment du débat. C'est un moment important vient d'être vécu. Et maintenant, il faut que nous échangions, que nous débattions entre nous, avec Hervé, comme nous faisons d'habitude. Merci de lever la main. Est-ce que le capitalisme est unilatéral, en particulier le capitalisme chinois par rapport au capitalisme américain? Est-ce que c'est le même capitalisme qui pose les mêmes problèmes que vous venez d'évoquer? On faisait évidemment reconnaissance faciale, hors policier, etc. Oui, d'accord. Oui, faisons 2 ou 3 questions. S'il y a 2 ou 3 questions, si on n'a qu'une, on répondra qu'à une. C'est pas forcément des questions, hein, ça peut être aussi un point de vue, y compris un point de vue contradictoire à ce qu'a dit l'intervenant. Ma question était simplement les dirigeants que vous avez évoqués, qui sont les dirigeants des GAFAM et puis leurs alter ego, sont aussi des modèles pour un grand nombre de jeunes, je pense à mon neveu, qui étudie l'économie et ces gens qui réussissent si bien, qui donnent une image d'eux-mêmes de grande autosatisfaction, de facilité de vie, sont aussi le modèle pour un grand nombre de jeunes. Ils ne sont pas tout seuls, ils entraînent derrière eux toute une population, et en particulier des 25-40 ans. Il suffit de regarder ce qui se passe à la Défense. L'essentiel des gens sont beaucoup plus jeunes que nous tous.
ont une espèce d'aspiration. Et moi, c'est une des choses qui me donne un petit peu le vertige, c'est qu'on parle bien sûr de la jolie et jeune Greta Thunberg et de tous ses petits camarades. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui rejoignent ce mouvement, et des jeunes en particulier, mais il y a aussi toute cette espèce d'aspirateur par ces figures de la domination capitaliste. Et comment faire pour aller les rejoindre et les réveiller? Vous êtes indulgent, hein, parce qu'Alain, il ne marche pas vite. Hein. Moi j'arrive plus vite avec la caméra que le micro. Alors. Je vais très rapide. Déjà, votre exposé était passionnant et la fin était extrêmement, comment dire, donnait espoir. Mais pour répondre à madame, pas pour répondre, je n'ai pas les compétences précises, mais je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont très malheureux et qui sont pas tellement. Peut-être qu'il y a une petite minorité, une petite frange de la population, notamment les jeunes qui passent par les écoles de commerce, hein, qui subissent du poison. Excusez-moi, je ne trouve pas mes termes, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés de subir ce que subit la population générale, et qui sont très très malheureux, et peut-être qu'il y a aussi ceux qui ont de l'espoir et qui luttent, mais je ne pense pas que les exemples, enfin les Elon Musk, etc., donnent beaucoup envie à une masse de jeunes. Hein. Enfin, excusez-moi de vous contredire, hein. C'est ce que je ressens. C'est le modèle qui développe, c'est pas forcément leur personne et leur personnalité, c'est le modèle qui développe. Vous pouvez vous exprimer plus longuement, hein, si vous voulez. Nous privilégions aussi l'échange entre intervenants. Excusez-moi Hervé, il y a l'intervenant, oui, mais il y a nous tous. C'est nous tous qui façonnons l'avenir. Moi, c'est pour une question plus locale. À une vingtaine de kilomètres, il va y avoir la plus grande mine de lithium en France. Oui, enfin, mais c'est quand même avancé, oui. Et donc, quelle peut être la position là-dessus, en sachant qu'elles sont très consommatrices d'eau? On est consommateurs de lithium. Pas seulement. Le lithium dans notre téléphone, hein. Ils n'ont pas ça. Alain. Oui, peut-être, pardon, parce que c'est déjà des questions très importantes. Alors, Chine, États-Unis. Vous avez deux aspects. D'abord, c'est deux modèles de capitalisme différents. Alors, un livre a été publié par Milanovic aux éditions de la Découverte qui s'appelle le capitalisme va gagner. Enfin, ou pourquoi le capitalisme remporte tout. Enfin, peu importe. C'est un économiste qui est d'ailleurs un très grand spécialiste des inégalités qui s'est intéressé aux différents modes de capitalisme. Et il observe qu'il y a maintenant deux modèles de capitalisme. C'est le modèle qu'il appelle le modèle libéral, qui est en gros le schéma des États-Unis, et puis le capitalisme qu'il appelle le capitalisme politique, où l'État est beaucoup plus grand, le rôle de l'État est beaucoup plus grand et contrôle beaucoup plus l'économie, mais qui ont les mêmes objectifs et beaucoup de caractéristiques communes. Le même objectif, c'est une croissance très forte et l'enrichissement des dominants. Et par ailleurs, une inégalité très forte, mais ce qui joue beaucoup et la différence, c'est le rôle de l'État et son rapport aux acteurs économiques. Et en fait, comme il y a quand même, ce que dit Milanovic, c'est qu'il y a le capitalisme politique, donc en gros le modèle chinois, est plus efficace dans le sens où il permet d'avoir des taux de croissance plus élevés, ce qui du point de vue économique est un caractère de réussite,
Du point de vue écologique, absolument pas. Mais ça, la question écologique est absente chez Milanovic. Ça n'empêche pas que le bouquin soit très passionnant. Alors que le capitalisme libéral aura des résultats économiques moins grands, mais comme il y aura quand même plus d'expression et plus de diversité, ça permettra de mieux faire face aux crises. Parce que le modèle chinois est contraint, pour maintenir un équilibre social, d'avoir toujours un taux de croissance élevé. Et donc quand le taux de croissance diminue, ça complique énormément la chose. Mais le point, je vous cite juste ça pour vous dire que ça a été bien étudié par un certain nombre d'économistes dans celui-là, mais qu'en fait, les deux capitalistes sont en concurrence. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, le modèle chinois et le modèle, je déteste ce terme de modèle, c'est pas du tout des modèles justement. Le système chinois actuel et le système états-unien sont en fait en lutte pour une sorte de prééminence, mais qu'en même temps s'influencent énormément les autres, l'un l'autre. C'est-à-dire que le système chinois donne beaucoup d'arguments à un certain nombre des Américains pour faire reculer encore la démocratie, en disant, enfin ce qui reste de la démocratie, en disant mais ce système chinois il est quand même très bien parce que on a un taux de croissance élevé. Et donc comme ça reste le principal objectif économique de ces gens-là, c'est considéré comme bien. Et qui donc depuis une dizaine d'années pousse dans la voie de ce que j'appelle le capitalisme policier ou le capitalisme autoritaire. Donc ça s'influence très fortement là-dessus. Alors à partir de là, il y a deux choses à dire. D'une part, que si on reste dans le système, et là il n'y a pas de solution, sinon par la crise à un moment ou à un autre, mais ce qui est en train de se passer, c'est aussi une concurrence entre les capitalistes. C'est-à-dire que le capitalisme et les capitalistes ne sont pas une couche totalement homogène. Ils ont des intérêts communs qui est, dans tous les pays, de maintenir notamment un fort niveau d'inégalité et de maintenir leurs privilèges pour ceux qui sont au pouvoir. Mais en même temps, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence de plus en plus pour deux raisons. D'une part, parce que pour se maintenir par rapport à garder l'assentiment de la population, ils développent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les logiques d'extrême droite ou de xénophobie. Et ça joue aussi en Chine. Vous voyez que la politique de Xi Jinping, c'est de plus en plus à la fois de développer une affirmation de la Chine par rapport à l'Occident, mais aussi par rapport à l'étranger. Et donc c'est très dangereux parce que rentrer dans ce genre de logique, ça conduit à un moment ou à un autre à la guerre. À force de dire que les étrangers, c'est des méchants qui nous menacent, à un moment ou à un autre, on finit par faire la guerre. Et il y a un autre aspect dans cette compétition entre les capitalismes, c'est que comme il reste... Alors, j'ai oublié de dire, enfin c'est un autre aspect... Ils développent en même temps tous les deux l'idéologie techno-capitaliste. C'est-à-dire que le développement de l'intelligence artificielle s'est fait aussi extrêmement rapidement en Chine. Je vous ai dit, les 15 ans qu'on vient de vivre ont été étonnants. Les Chinois se sont vraiment rendus compte de ce qui se passait vers 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Il y a eu un ordinateur qui a fait une partie de Go avec le champion du monde de Go, qui était un Coréen. Et l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, je ne me rappelle plus, c'était une recherche de Google ou de Facebook, a battu le champion du monde coréen. Et le message, il est vraiment passé en Chine. Dans les autres pays aussi, mais ça a été bien documenté en Chine. Et donc, ils ont lancé, avec toute la force et la détermination et le côté coordonné de l'État, un développement en intelligence artificielle qui fait que maintenant, le niveau technologique en informatique des Chinois devient extrêmement élevé et menace aussi la suprématie technologique américaine. Et d'autant plus que le système chinois a, de ce point de vue-là, un intérêt, c'est que c'est un système où ils se sont habitués à contrôler tout le monde. Et donc la reconnaissance faciale et le jeu des données a une puissance et une possibilité d'application, parce que dans les pays occidentaux, on a encore des résistances un peu contre la reconnaissance faciale, les caméras dans tous les coins, alors qu'en Chine, pas. Et donc, ça fait une compétition très, très, très difficile, c'est-à-dire que les technocapitalistes occidentaux voient la Chine avancer, ont peur de se faire dépasser par la Chine, et donc en remettent encore une couche d'une certaine manière. Donc ça accroît, si vous voulez, les tensions de ce qui se déroule. Et il y a un autre aspect aussi dans le développement de ce technocapitalisme qui va dire qu'il faut énormément
pour faire simple, un développement numérique à fond la caisse, c'est qu'il faut des ressources. Donc on va retrouver votre mine d'alliés. Enfin, pas notre mine d'alliés. D'ailleurs, bref, je répondrai à la question. Et donc, il y a de plus en plus, je vous ai dit qu'il y avait une tension, c'est un autre motif de compétition, y compris de compétition militaire. Parce qu'on va se retrouver à vouloir avoir les lieux où il y a les mines. Le cobalt, par exemple, il est aux 3/4 contrôlé par les Chinois. Le cobalt en République démocratique du Congo. Pourquoi il y a un débat, enfin, une poussée très forte pour l'exploitation des fonds marins? Je ne sais pas si vous suivez ça, mais il y a une pression très forte pour faire les fonds marins. C'est entre autres parce qu'ils espèrent trouver des ressources métalliques. Là. Enfin, vous voyez, tout ça crée. Et c'est ça la folie du monde, c'est que j'ai pas exploré la vision sombre du développement du technocapitalisme, parce qu'en gros, on a deux options. Soit on n'arrive pas à enrayer la mécanique qui est en route, et dans ce cas-là, on va sortir du capitalisme, dans sa version actuelle, pour entrer dans une phase très violente aussi bien par les rébellions et les émeutes et le refus de l'inégalité et de la souffrance par des populations de plus en plus nombreuses, et aussi une compétition militaire entre des systèmes ou des puissances qui voudront obtenir les ressources indispensables. D'une certaine manière, en Ukraine, on n'est pas assez mûr encore pour analyser ce qui se passe, mais un paramètre qui est en jeu, c'est les mines du Donbass, l'est de l'Ukraine, qui est en fait un concentré de mines de métaux de toute nature extrêmement important, et c'est sans doute un des éléments, un seul, parmi d'autres, qui joue dans ce qui se déroule. Et donc voilà un peu, moi, comment je vois cette question du capitalisme multilatéral, comme vous le disiez, et de la compétition entre la Chine et les États-Unis. Et donc, à la fois, ils se concurrencent l'un l'autre, mais ils se renforcent l'un l'autre. Et ils renforcent notre course, enfin la course dans laquelle ils nous engagent à l'heure actuelle. Et donc, l'option négative, moi je pense que de toute façon, les choses vont évoluer. C'est pour ça qu'il y a une certaine, non seulement urgence, mais un impératif à se mobiliser, enfin à réfléchir à tout ça et à entrer en lutte face à ses adversaires. C'est que le schéma qu'il nous déroule, c'est un schéma qui conduit à l'affrontement, à des compétitions très dures. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des conclusions de Milanovic qui rappelle la logique. Moi, la guerre de 14, moi, est quelque chose qui me parle énormément. C'est à tout point de vue, sans doute vous aussi ici, pour toutes les... Voilà, ce drame absolu qui a été la guerre de 14, venant au terme d'un développement des capitalismes déjà extrêmement fort, et ça avait été identifié par Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, mais corroboré ensuite ou en même temps par plein d'historiens, c'est que la lutte des impérialismes conduit à la guerre. Et même la guerre qu'on ne voulait pas, ils ont été entraînés dans quelque chose qui est devenu totalement fou. Et là, d'une certaine manière, les raisonnements, Milanovic, mais Piketty le dit aussi dans un autre contexte par rapport au niveau d'inégalité, on se retrouve dans des logiques qui peuvent conduire tout à fait à nouveau à des conflits. Et des conflits dont on a du mal à imaginer la nature. Mais là, ce qui est en train de se passer en Ukraine, on voit des signaux extrêmement forts. C'est-à-dire que là, on a ressorti de la boîte ce qu'on croyait avoir totalement oublié, c'est-à-dire la menace de l'emploi d'une arme nucléaire. Et donc, l'autre option par rapport à ça, l'autre pôle d'évolution possible, c'est tellement de se bagarrer, mais d'enrayer ce système par la révolte des gens, par pousser absolument des logiques post-capitalistes, par pousser des formes de vie et d'action commune totalement différentes de ce système fou dans lequel on est entraîné. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, les dirigeants du GAFAM sont un modèle pour les jeunes. Alors, j'allais dire pour certains jeunes. Hein, sans vouloir... voilà, je suis un peu malheureux pour votre neveu. Mais qui étudie l'économie. Mais c'est pas une question de personne. Hein, mais c'est pas seulement. En fait. Oui. Je fréquente beaucoup de jeunes en lycée professionnel. D'accord. Et je peux vous assurer que le désir de la réussite et de la réussite économique pour soi-même prime énormément. D'ailleurs, ça retombe. Mon neveu, ça me faisait sourire de dire ça, mais il y a une partie des jeunes, en effet, mais il y a et la partie qui s'accroche à la finance, hein, parce que tous, enfin, il y a énormément, l'objectif c'est quand même pour beaucoup de faire des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs,
en particulier chez les garçons. Et dans les lycées professionnels que je fréquente largement plus que les écoles d'ingénieurs pour m'occuper de beaucoup de jeunes étrangers qui y sont inscrits, que ce soit pour les jeunes étrangers ou que ce soit pour les jeunes français, le modèle capitaliste, c'est leur rêve. C'est le modèle dominant, de toute façon, ça c'est clair, ça reste le modèle dominant. Pardon ? On est foutu alors. Non. Je vais répondre à madame, et votre témoignage est vraiment fort et important, et on le prend pleinement en compte. Mais d'une part, il faut voir, j'ai parlé d'histoire, et le néolibéralisme depuis 1980, c'est pas seulement la montée des inégalités, c'est pas seulement la constitution des monopoles, des GAFAM, etc. C'est pas seulement le déroulement de la catastrophe écologique, c'est aussi la logique néolibérale. C'était une conformation des esprits. À un moment, il y a une citation de Margaret Thatcher, cette femme était vraiment incroyable, mais extrêmement forte et intelligente, mais elle disait des choses. Il y a un passage, elle dit « Notre but, c'est de transformer l'âme ». Vous voyez, c'est une vision anthropologique, des écrits de Hayek et d'autres, c'est pas seulement pour parler d'économie, ils imaginent une façon d'être ensemble. Et donc, ils ont développé. Donc là, ce que vous nous décrivez, et qu'on croit totalement, c'est aussi le résultat de 40 ans de pensée où on nous a mis dans la tête, où on a mis dans la tête de beaucoup de générations la compétition, l'individualisme, l'idée que les collectives anciennes, les syndicats, les partis, les églises, tout ça, ça vaut rien, la consommation, la réussite, voilà, c'est des images qui sont extrêmement fortes et pour l'instant qui restent très fortes par l'industrie culturelle de Hollywood, par les médias, par la publicité, par donc c'est un schéma qui reste très fort. Et qui est d'autant plus fort que, par exemple, je vais prendre mon cas, quand on est d'un certain âge, par exemple, si on a vécu les années 60, 70, moi j'étais adolescent dans les années 70, on était encore dans l'ancien monde où il y avait déjà pas tous les médias, internet, etc., où il y avait une vie politique beaucoup plus intense avec des oppositions entre les gaullistes et les communistes et la gauche beaucoup plus forte, où les gens parlaient beaucoup plus politique, et aussi il y avait des structures collectives qui étaient plus fortes, une fois de plus, celles des partis, celles des syndicats, celles des églises. Maintenant, et après, à partir des années 80-90, donc tous nos jeunes amis, enfants ou petits-enfants maintenant, parfois, ont grandi dans les années 90, 2000, et n'ont connu que ce monde. N'ont connu que ce monde où le capitalisme... C'est pour ça que j'ai démarré quand même l'intervention en disant on n'arrive pas à imaginer la fin du capitalisme. Et pourquoi on a tellement de mal à imaginer la fin du capitalisme? Même nous, enfin même moi, pourquoi je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais parce que, en fait, on baigne dedans depuis 30 ans. Donc quand vous baignez totalement dans quelque chose, c'est plus difficile de vous en extraire puisque vous n'avez pas de point de comparaison. Dans les années à l'époque, moi quand j'étais gamin, il y avait des points de comparaison. Il y avait, en l'occurrence, il y avait l'Union soviétique. Alors moi je savais par mes parents que c'était pas brillant sur le plan des libertés, etc. Mais il y avait beaucoup il y avait un autre modèle possible. Maintenant, il n'y en a plus en fait. Et c'est pour ça que je reviens à la question du récit et d'imaginer le post-capitalisme, parce qu'il faut arriver à proposer à tous ces jeunes gens d'autres possibilités d'épanouissement. Et il y a 20 ans, on a envie de s'épanouir, de vivre une vie pleine, de la remplir, de la... Voilà. Mais en revanche, vous nous décrivez une réalité qui est certaine. Je ne sais pas à quel point elle est majoritaire, mais elle est certainement importante, j'en conviens avec vous. Mais il y a quelque chose qui se développe d'autre. Maintenant, on parle des bifurqueurs, des révoltés, de tout ça. Mais quand, depuis 10-15 ans, moi j'observe par tout le travail des luttes, les ZAD, toutes les idées d'archipélisation dont je vous parle, c'est en fait tout un mouvement un petit peu souterrain qui est extrêmement actif et où de plus en plus il y a des jeunes qui imaginent d'autres voies, qui vivent autrement et qui commencent à s'affirmer. Le fameux discours à AgroParisTech l'année dernière, des jeunes qui commencent à vivre autrement. Et donc on le voit très bien, par exemple, vous avez cité les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Nous on a fait des écoles d'ingénieurs, c'est clair que ça bouge. Ça ne veut pas dire que c'est majoritaire, par exemple, les écoles d'ingénieurs agronomes,
peux vous dire qu'il y a du chemin à faire, et aussi parce que l'enseignement ne bouge pas du tout. Donc on reste souvent dans l'ancien modèle. Nous, on a fait une enquête à Reporter sur les écoles de commerce, justement. C'est pour ça que je vous interrogeais. Là, les écoles de commerce et l'environnement ou l'écologie, mais ils en sont vraiment, c'est effrayant, quoi. Alors que les ingénieurs, ça bouge. Le modèle, quand on enseigne l'économie, c'est pas une science exacte, hein, c'est une science orientée. Hein. Donc, à partir du moment où ce qu'il leur est enseigné est déjà orienté vers le développement du capitalisme. Voilà, donc c'est une bataille culturelle. Hein. C'est vraiment une bataille culturelle. Donc pour l'instant, mais il faut l'assumer comme tel. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les technocapitalismes. Voilà, l'idée que j'ai essayé de vous transmettre ce soir, c'est ça, c'est le cœur de l'argumentation. C'est le capitalisme, c'est reforger une vision du monde, le technocapitalisme. Et on n'a pas le temps, alors on pourrait parler d'école d'ingénieurs, parce que moi je travaille aussi sur le nucléaire, j'ai sorti une enquête sous le titre « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat », donc on ne va pas en parler ce soir, mais je suis extrêmement surpris des réactions que ça suscite, notamment chez des ingénieurs qui croient que parce qu'ils sont ingénieurs et qu'ils ont une vue technique des choses, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ils ne voient pas du tout, au-delà de la question technique ce qui se pose, la question sociale, voire même philosophique, que soulève la question de l'énergie. Et de la même manière que les étudiants en école de commerce, ils ont une vision capitaliste, il y a plein de choses qu'ils ne voient pas, parce qu'ils sont orientés sur une certaine façon de voir les choses. Donc, il faut qu'on arrive à réouvrir les imaginaires, enfin, c'est vraiment à réouvrir les problématiques. Projet d'une autre société. Comment les réveiller? Comment les réveiller? Alors, de toute façon, c'est pour ça que moi j'insiste, vous voyez, c'est dur à 60 ans ou 65 ans de dire comment je vais réveiller des jeunes de 20 ans, 25 ans. Donc honnêtement, faut être humble et se dire... mais en revanche, je pense que les jeunes de 25 ans ou qui quittent AgroParisTech et qui se disent « moi je vais faire autre chose, je vais aller à la ZAD, je vais aller à l'atelier paysan, je vais aller développer des gens comme Corentin de Châtel-Perron, je ne sais pas si vous connaissez, qui développent les low-tech et qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire les low-tech, les technologies sobres, donc c'est un vrai travail d'ingénieur. Et il y a un autre imaginaire, même pour les ingénieurs, qui peuvent se faire. C'est comment est-ce que... Parce que faire des économies d'énergie, je ne parle même pas d'énergie nouvelle, mais faire des économies d'énergie, c'est un truc social, mais c'est aussi un truc très technique. Comment est-ce qu'on réduit dans tous nos actes de la vie quotidienne sans revenir au silex? C'est vachement intéressant. Et donc ça demandera beaucoup d'ingéniosité. Donc même dans la technique, vous voyez, il y a des voies possibles. Et l'économie, je ne vous en parle pas. Le système économique le plus rentable, c'est peut-être, enfin le plus... si on veut effectivement devenir riche, Elon Musk, effectivement, il ne faut pas se poser des questions, il faut être capitaliste. Donc dans ce cas-là, ils sont un cas désespéré, ils vont se transformer en adversaires. Donc il faut leur dire, là, si tu fais cette voie pour toi, ta petite tête, je te le dis franchement, tu vas peut-être réussir ta vie, mais tu ne vas pas servir à la société. Donc, je te le dis franchement, puis on a un différent politique, puis on l'assume, et puis voilà. Mais y a les sociétés coopératives sont très efficaces. Enfin, moi, je peux que prendre l'exemple de Reporter qui marche bien, qui est un cas un peu étrange, mais pas absolument unique non plus. Mais je vais vous dire pourquoi ça marche bien économiquement. Et vous n'allez pas le croire, enfin vous allez le croire parce que vous pensez que je suis quelqu'un de crédible. On n'a pas de publicité, on n'a pas d'actionnaire, on est en accès libre, il n'y a pas d'abonnement, et on ne vit que des dons d'électrices et de lecteurs. Et bien on a créé 20, et il n'y avait pas de capital au départ. On a créé 20 emplois en CDI, correctement payés, on gère très attentivement, mais qu'est-ce qui nous permet d'être efficace économiquement? On n'a pas d'actionnaire à rétribuer, donc chaque fois qu'on fait un excédent, vous le mettez de côté pour la sécurité, et vous investissez, et pour nous, investir, c'est créer des emplois. Donc on va créer 3 emplois là, dans les 6 mois qui viennent, 2 au moins. Et par ailleurs, comme on a une échelle de salaire restreinte, on n'a pas de gros salaire à payer. Et ça fait, je croise des doigts pour que ça continue, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher, et il y a d'autres boîtes qui sont aussi, les sociétés coopératives. Vous réinvestissez le résultat de l'entreprise, vous avez une échelle de salaire qui est limitée, et vous demandez leur avis à tout le monde. Donc vous avez un climat social qui est vraiment agréable, les gens s'entendent bien, et ça paraît bizarre parce que apparemment c'est contre-efficace, mais vous faites énormément confiance aux gens, les gens s'entendent bien, ils sont heureux d'aller au boulot, leur travail a un sens,
et la boîte tourne. Alors que, moi je ne sais pas quels sont vos témoignages, mais tous les témoignages que j'ai dans des boîtes, et je suis moi-même sorti d'une boîte où c'était super dur, c'est que le management il s'est durci depuis une dizaine d'années de manière incroyable. Les gens sont mis en concurrence, ils sont brimés, enfin ils sont malheureux au travail, quoi. Enfin beaucoup d'entre eux. Donc là, on peut aussi dire, et même à des économistes, je leur tiendrai ce discours, mais attendez, prouvez-moi que ça marche mieux votre système. Par exemple, dans la presse, s'il n'y avait pas les subventions d'État et les capitalistes qui filent du fric, la presse, c'est que des gens comme Reporter et comme Mediapart qui feraient le truc, parce que le système ne tient plus. Ils ne tiennent que parce qu'il y a des autres systèmes économiques qui sont hors économie de marché. Donc leur propre système ne marche pas. Enfin bon, des grosses discussions, mais en tout cas j'entends tout à fait ce que vous dites et je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, c'est vraiment important. Bon, on a une bataille culturelle, hein, ça c'est clair. Et puis, dernière question, la mine de lithium. Alors je ne vais pas vous répondre parce qu'on va faire une enquête là-dessus. Et alors, dans Reporter, pardon. Je vous fais un teaser, comme on dit, et comme je n'ai pas les résultats de l'enquête, je ne peux pas vous dire. Mais grosso modo, il y a eu un coup de com' de la boîte qui est absolument incroyable. Ils ont balancé un dossier de presse, et tous les médias ont foncé dessus comme un cheval au galop, incroyable. Et alors ils ont dit on va le faire. Et d'ailleurs, dans votre terme, vous avez dit la grande mine de lithium qu'on va faire en France. Alors, oui, c'est leur langage. Ah, bah oui, mais non, on va... C'est déjà les réunions dans les communes. Hein. Mais il faut qu'on se réapproprie le langage, il faut se bagarrer. Qu'ils projettent de faire. Donc après, nous on va faire des enquêtes, mais il y a deux questions. Il y a une question de fond qui d'ailleurs a été évoquée sur le lithium. Et ça va nous renvoyer à tout ce qu'on a dit. Puis il y a une question de l'impact écologique que ça aurait. Donc là, je vous promets, on va travailler. Mais par exemple, il y a quelques mois, on a fait une grande enquête avec Célia Isoard sur la carte des sites miniers abandonnés en France et qui sont en mauvais état parce que le problème des sites miniers, c'est que vous avez toujours des terrains qui sont contaminés et souvent, quand vous n'avez pas de nettoyage et d'eau d'exor, vous avez des pollutions des nappes phréatiques qui commencent à se faire. Donc, c'est des points de pollution vraiment problématiques. Et Célia Isoard m'a fait remarquer, mais tu sais, la mine d'Espaillères, Les Chassières. elle est sur la carte. Donc, on va aller creuser ça. Mais il y a beaucoup de choses à raconter sur la mine d'Espaillères. Donc, oui, j'ai du mal à prononcer. Mais je vous promets que quand on aura fait l'enquête, qu'on va faire le reportage dans 2 semaines, à peu près, je prononcerai bien le nom. Et la bataille n'est pas finie du tout. Ah, on est d'accord. Hein. Mais je pense que Reporter va apporter quelque chose de nouveau, parce que nous, on ne va pas recopier le dossier de presse. On va les voir. Ouais. Et puis, après, oui. Après, ça pose l'autre question, c'est du lithium. Effectivement, du cobalt, du lithium, du machin, et tout ce qu'ils nous disent sur la 5G, c'est qu'ils veulent qu'on utilise encore plus de lithium, encore plus de cobalt, encore plus de cuivre, encore plus de trucs. Ils nous disent auto-électrique. Alors, ça veut dire quoi? On va avoir les mêmes SUV et les mêmes 20 millions de voitures avec le même gabarit en auto-électrique. Dans ce cas-là, c'est 600 kilos de batterie. Et en gros, c'est du cuivre et du lithium. Donc c'est pour ça, c'est la société qu'on veut, et on va non seulement abîmer les chassières, mais aussi les mines au Chili, les mines en Argentine, les mines ici et là et partout, parce qu'ils veulent relancer des mines partout. Pour faire quoi? Au nom de la transition écologique, pour nous faire croire que, en fait, vous voyez, c'est le projet techno-capitaliste qui se déroule. Alors ils ont trouvé maintenant le mot transition écologique, et ils vont nous faire croire que l'auto électrique c'est la solution. Non, la solution aux émissions de gaz à effet de serre par les automobiles à moteur thermique, c'est pas les autos électriques, c'est repenser la question du transport en fonction des besoins des gens. Et donc et je peux vous tenir le même raisonnement pour tout. Et si on reparle un jour du nucléaire, je vous tiendrai le même raisonnement. Donc il faut repartir des besoins. De quoi avons-nous besoin? Est-ce qu'on veut des autos électriques? De quel poids? Combien? Etc. Est-ce qu'on veut des téléphones à 5G, 4G, 3G? Est-ce qu'on veut des téléphones pour tout le monde? Est-ce qu'on a besoin de faire la numérisation totale dans l'école, ce qui fait que tous les gamins sont obligés, que c'est même acheté à l'éducation nationale, des tablettes numériques, ce qui oblige d'avoir encore plus de matériaux? Ou est-ce qu'on a besoin de profs qui sont face à des jeunes et qui leur parlent avec leur foi, leur enthousiasme et leur passion du métier, etc. etc. Donc, c'est cette question-là qu'il faut poser. Parce qu'on a entendu l'argument, ah oui, mais
et c'est un argument qu'on entend, qui a été dit par Guillaume Pitron et d'autres, c'est intéressant qu'il y ait des mines en France parce qu'on va être obligé de se reposer la question de pourquoi on a besoin de ces matériaux. Et il a raison. Et donc, pourquoi avons-nous besoin de lithium? Donc, si on s'oppose au projet de mine de lithium à Échassières, et il y a très certainement de bonnes raisons de l'avoir, c'est une lutte qui doit être absolument associée à la question plus générale de dans quel monde on veut vivre et de quoi avons-nous besoin. Et j'ai oublié de vous mentionner, parmi toutes les révoltes en cours, la bataille contre la 5G, qui prend le relais de la bataille contre les compteurs Linky. Et la bataille, la 5G est par exemple une bataille en ce moment qui est absolument essentielle. Voilà ce que je peux répondre. Je voulais dire qu'il y a les réunions publiques là, qui commencent dans les communes. Demain à Chassières, il va y avoir Coutançou, Servan, Allez, etc. Alain, où il est Alain? Alors, envoyez l'info à planète@reporter.net. Ah, n'oubliez jamais de nous prévenir. Oui, ben je lis tous les jours. D'accord. Allez, il y a C'est vrai que- Allez. C'est vrai que la bagarre pour la carrière de la mine des Chassières, elle va être vraiment particulière. N'oublions pas que nous sommes dans une région économiquement faible, où il y a peu d'entreprises, et bien sûr on fait miroiter tout de suite le nombre d'emplois et l'évolution du territoire qui est pauvre. Donc il va y avoir une sérieuse bagarre à mener pour essayer de convaincre, comme vous le faites, de convaincre les gens qu'en fin de compte, ce n'est certainement pas le paradis d'ouvrir une mine de lithium à Chassières. Je voulais poser une autre question, c'est qu'en fin de compte, dans tout le message que vous délivrez, est-ce qu'on a les outils démocratiques pour arriver à faire ce que vous décrivez? Ou est-ce que nous ne savons pas nous servir des outils démocratiques dont nous disposons? Je pense notamment au boycott. Encore deux questions. Bon, moi, c'est pas tellement des questions pour réveiller les jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qu'il faut réveiller. Il y a aussi les anciens. Hein. Ouais. Alors, donc, je vois Association d'éducation populaire. Voilà à quoi ça sert. Ça sert aussi à réveiller. Enfin, il faut dire encore que les gens soient présents. Par rapport aux GAFAM, là, aux patrons, je sais pas comment. GAFAM. Moi, je fais partie de cette caste qui sera Inférieur. Et puis je m'en fous parce que alors que j'ai avant de faire ça, je suis en train que je serai dans le plumier. Bon, bref. Donc, ils veulent aller sur la Lune ou sur Mars. Mais c'est de la folie pure. Est-ce qu'ils ils le savent? Les amplitudes de température, par exemple, je crois que c'est sur Mars, c'est moins 120 degrés. Alors ils ont intérêt à y aller avec des cols roulés, et puis ils ont intérêt à nous foutre la paix, qu'ils y aillent donc, ils nous foutront la paix sur la Terre, et puis alors surtout qu'ils emmènent tous les fauteurs de guerre, quoi. Hein, les Poutine, les Zelensky, les Biden, les Macron, ils ont qu'à tous partir là-bas, et puis après nous on fera bien notre popote nous-mêmes là, sur le caillou qui est la Terre. Hein, Ils ne veulent pas s'en aller. Eh bien, s'ils veulent aller sur Mars, Oui, mais pas eux. bien. Après, Ils sur ont le grand lithium, pesquet. moi, je ne suis pas compétent pour parler de ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Et si on en a besoin, on l'exploite à Échassières, ou on le fait venir du Chili ou de je ne sais pas d'où. Parce que quand on fait venir des matières premières d'autres continents, on pollue plus que quand on les fait nous-mêmes, quoi. Enfin, je pense. Ça ne veut pas dire que c'est pas polluant, c'est certainement très polluant, comme toutes les extractions le charbon, etc. Moi, je suis dans une ville où il y avait des mines de charbon. Alors après, je ne sais pas si les nappes phréatiques elles sont polluées ou pas. Il y a déjà, ça s'est arrêté dans les années 50. Alors bon, mais comme Commentry, il y avait des mines de charbon. Buxières-les-Mines, il y avait des mines de charbon.
Douayer, je crois, aussi. Hein. Doyer, Besnay. Saint-Éloi-les-Mines dans le département du Puy-de-Dôme, etc. Donneuil-les-Mines. Donc voilà. Alors, que crève le capitalisme, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je l'ai évoqué hier à la réunion qu'il y avait par rapport à la famille Roll-Tanguy. Il y avait donc un débat le soir et j'ai évoqué le titre que crève le capitalisme, ça sera lui ou nous. Et ça percute ça. Voilà, merci. Bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons encore quelques outils démocratiques dans ce pays? Je pense que oui. Malgré tout, il faut bien remarquer que les partis politiques de gauche, je ne parle pas de la social-démocratie, les syndicats ou le monde associatif sont durement attaqués, eux aussi. Par contre, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que nous devons par tous les moyens, et là où nous sommes, utiliser les quelques outils qui nous restent. Je ne sais pas s'il y en a pour longtemps en France, parce que c'est vrai que quand on regarde les USA, on peut être inquiet. C'est-à-dire que nous pouvons nous allier avec les syndicats qui devraient, à mon avis, faire un petit peu plus de politique. Et pas, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste plus de miettes du capitalisme à prendre. Il ne nous donne plus rien. Donc les syndicats sont contraints de faire de la défense en permanence. Donc ça les met dans une situation qui n'est pas très enthousiasmante pour nos jeunes, justement. Dans le monde associatif, il y a une myriade, je trouve, d'initiatives qui sont bonnes à prendre. Malheureusement, les médias tels que Reporters ont peu d'écho, et c'est bien dommage, ou d'autres similaires, parce qu'il y a énormément d'initiatives en ce moment même dans notre système. Je pense à ceux qui font les circuits courts, je pense à nos agriculteurs biologiques, ou durables, développement durable, tous ceux qui exploitent et qui veulent faire différemment, dans la classe ouvrière, ceux qui se battent pour reprendre, comme les Fralib aussi, à Jiménos, dans le sud, qui ont repris les tisanes et les thés. Donc, est-ce que vous avez fait, la façon dont vous travaillez en Reporter, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est vrai que toutes ces initiatives devraient nous rendre plus forts, mais on manque un peu d'information et de cohésion, peut-être. Alors, il nous manque une espèce de coordination. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas pour la convergence, mais une coordination plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, qui pourrait peut-être quand même nous rendre plus dynamiques. Et je regrette l'attitude soit des syndicats, soit des partis politiques, on ne se met pas d'accord. Il va y avoir une grande bataille sur les retraites si nous ne sommes pas ensemble tous, avec nos différences, bien évidemment, mais je crois que nos différences par rapport à ce que vous nous annoncez comme système à venir, elles sont quand même pas énormes. On peut passer au-dessus, parce que franchement, le carrefour, il est là. On prend la voie de gauche, ou on continue, et on se soumet. Donc, moi, je ne suis pas pour me soumettre. Je veux bien émettre 2 ou 3 idées. Je pense que la dame qui est partie relate vis-à-vis des jeunes une réalité incontestable. C'est-à-dire, c'est la traduction de l'avancée idéologique du grand capital sur les consciences. Si c'était que dans la jeunesse, mais le monde ouvrier même est marqué par l'idéologie capitaliste. Il suffit de bien décortiquer les votes, notamment des dernières présidentielles et législatives, et on s'aperçoit que la grande famille de la droite, qui va d'un bout de la droite à l'extrême droite, marque des points dans les têtes du monde du travail. Bien sûr qu'il faudra rassembler pour se défendre de la démolition des retraites. Mais qu'est-ce qui marque ces 3 aspects, à mon avis?
Si on continue de mener des batailles comme ça, à se défendre, il faut se défendre. Mais ce qui manque pour ces jeunes qui réfléchissent, ce qui manque pour les ouvriers, ce qui manque pour le projet de retraite, pour la case des retraites, c'est un autre projet. Si on ne dit pas aujourd'hui, allez parler à des jeunes de 25, on en dit, je ne sais pas si c'était dans la voiture ou chez le libraire, allez dire à un jeune de 25-35 ans, la retraite, c'est pas forcé qu'il ait ça dans la tête. Mais si on explique ce qu'était l'origine de la retraite, et si on met cette future société avec les retraités, mais avec un projet, quel type de retraite, comment il est financé, etc. Bref, je veux dire en un mot que crève le capitalisme. Ce sera lui ou nous, ça nous a emmené à un débat excellent. Mais il faut que nous posions la question clé, où voulons-nous aller, comment y aller? Et là, vous avez ouvert nombre de pistes, mais je pense qu'à l'atelier, il faut que nous continuions à creuser, parce que je veux dire, mon sentiment du fond du cœur, si on n'a pas, pendant la bataille des retraites, un projet à opposer, nous perdrons. Nous ne perdrons pas sur le coup, nous pourrons les faire reculer. Si nous n'avançons pas une contre-société, ils iront sur les retraites, comme sur d'autres domaines, là où ils veulent. C'est ce qu'ils nous montrent depuis 20 ans et même plus. Donc je pense qu'il faut que nous continuions à dire, il faut que nous continuions à nous défendre contre les méfaits du capitalisme. Il faut que nous continuions à dire que crève le capitalisme. Vous avez eu des exemples là à la librairie, c'est bouleversant d'écouter cet homme décrire dans quel état on est. On le vit, on le sent, on le voit dans les actes quotidiens, mais quand on mesure la globalité des méfaits, plus la chape qui pèse par-dessus tout ça, c'est la guerre nucléaire, il faut donc bien que résister, condamner, oui, mais il faut vraiment avancer autre chose, un autre projet. Et nous ne travaillons pas, je suis d'accord avec toi, Mireille, dans le vide. Tu parlais des Fralib. C'est 10% des emplois qui sont maintenant dans l'économie sociale et solidaire. C'est 12% du produit intérieur brut. Et les exemples se multiplient sous différentes formes, avec des hauts, des bas, des complications. Ils affrontent tous le capitalisme qui veut détruire, parce que lui, il a conscience que c'est des expériences intérieures. Je pourrais vous citer, il s'est créé en France, au niveau national, une association intitulée Changer de cap, qui recueille tous les mouvements qui visent à changer la société, à lutter contre le capitalisme. Mais je vais vous dire, la dernière création à Paris, par des gens eux-mêmes, des Parisiennes, des Parisiens, ils ont créé un CHU. Alors vous allez dire, tiens, ils font de la santé, pas du tout. Un centre, maintenant je vais vous le dire, centre, c'est pour accueillir les pauvres. Centre d'hébergement et le U, centre universel d'urgence, centre d'hébergement d'urgence. Des gens eux-mêmes, avec leurs moyens, ils ont récolté, etc. Ça marche depuis 3 ans et ils accueillent nombre de familles, d'individus qui sont dans une extrême pauvreté et ils arrivent à en sortir un tout petit peu. Le gros problème, c'est quand on parle, et tu l'as souligné, quand on parle de l'économie solidaire, des luttes, etc., il n'y a pas cette, non pas cette convergence, mais ce que vous avez dit, cette coordination pour frapper le même adversaire. C'est ça qui manque. Et je crois que l'atelier, dans les temps à venir, doit encore et continuer de creuser cette question. Quel monde nous voulons? Et il y a quelque chose que j'ai apprécié dans ce que vous avez dit. Il est probable que dans la salle, on n'ait pas réagi vis-à-vis de vos propos de la même façon. Le produit des chassières, le lithium, le nucléaire, plus généralement les énergies, etc. Mais la réponse la plus forte que vous avez donnée à ces questions, partir des besoins. Comment on définit les besoins? En écoutant ce que disent les dirigeants de quelques partis ou syndicats que ce soit, non. C'est en donnant la parole aux gens et en parlant. Quels sont vos besoins? Moi, j'aimerais bien qu'on lance des débats sous cette forme-là. Parce qu'aborder abruptement le nucléaire, le lithium, etc., mais si on ne part pas de la réalité humaine du terrain, je pense qu'on commet des erreurs et on peut se focaliser les uns contre les autres. Voilà. En un mot, si je vous disais le fin fond de ce que je pensais qu'est mal expliqué peut-être, c'est si on ne pose pas la question de l'autrement, on ne s'en sortira pas. Oui,
l'autrement, mais il ne faut pas que ce soit seulement un projet, une vision à long terme. Il faut le construire ici et maintenant. J'ai regardé, sous ton conseil, l'émission de France 2 qui était animée par Léa Salamé. Moi, je ne l'ai pas regardé. Aux arbres citoyens. Hein? Aux arbres citoyens. Je ne l'ai pas regardé du premier coup, je l'ai regardé en replay. Bon. Parce que je ne supporte pas Léa Salamé. Mais il y avait, donc je l'ai regardé après coup, le lendemain, et il y avait une dame, Lucienne, je crois elle s'appelle, qui a, avec ses voisins, etc., acheté une forêt. Et cette forêt, elle est exploitée. C'est-à-dire, ils n'ont pas simplement protégé les arbres, mais elle est exploitée. C'est-à-dire, ils font du bois, etc. Donc, ils montrent que c'est possible. Bon, c'est une histoire de forêt, mais c'est possible. Bon, nous sommes un certain nombre. C'est Bernard Friot qui avait lancé cette idée, mais il y en a d'autres qui avaient lancé cette idée. C'est déjà là. Je pense, bon, j'ai quelques problèmes à me rappeler des noms. Il me semble que c'était Michel Boens qui a fait un livre. Alors je ne sais plus, c'est un gars qui s'occupe du peer-to-peer. Donc c'est de l'informatique, etc. Le partage des données, des logiciels entre les gens. Et il disait qu'une société qui est en train de se déliter, on parlait de l'Empire romain, mais bon, là on en est sur le capitalisme, il y a déjà dans cette société des choses, des graines du monde qui vient. Eh bien, moi, je crois qu'au-delà d'un projet de société, il faut qu'on développe les déjà là du monde que nous voulons. J'ai cité l'exemple des forêts, mais on pourrait en citer plein d'autres exemples. Il faut qu'on se saisisse localement des choses qu'on peut faire ensemble et en fonction des besoins humains et pas des besoins de faire du profit. Voilà. On donne la parole à l'intervenant et on arrête. On arrête? Allez, on arrête. Non, allez-y. Je ne vais pas être trop long non plus, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre Goldberg. En fait, et je suis très content de cette soirée, parce que ça fait avancer, hein. Enfin, dans ma tête en tout cas, de votre côté, je ne sais pas. Alors rapidement, sur l'emploi, c'est toujours l'argument, l'emploi. Voilà, c'est habituel. Vous voulez faire de l'emploi, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais là, n'ayant pas étudié la question, j'ai pas d'argument à ça. Mais il faut mettre l'emploi, mais on ne peut pas faire un emploi à n'importe quel prix, parce que dans ce cas-là, on met des usines d'armement partout, puis il n'y a qu'à faire une école de gendarmerie et de gardiens de prison, et construire des prisons aussi. On peut développer un projet alternatif, allez, on met un... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas un argument. En revanche, après, je ne connais pas la région, c'est comment toute la région on se fait, mais moi j'imagine assez bien qu'un projet écologique a du sens, notamment par la question de refaire l'agriculture et une paysannerie. Mais ça nous entraînerait quand même loin. Mais ça fait partie du monde qui vient, là, on est d'accord, on avance ensemble, y compris comment on le veut globalement et comment à l'échelle d'un territoire on réimagine, peut-être que c'est ça, c'est toujours par la bataille des chassières, comme toutes les luttes écolo, il faut que ce soit aussi une lutte de contre-propositions, d'alternatives, et de montrer aux gens une fois de plus qu'il y a un autre projet possible que celui qui est porté par cette société. Moi, il y a une phrase, alors les outils démocratiques, il y a eu 2 questions là-dessus. Moi j'aime bien la phrase que vous avez dite, il n'y a pas seulement les jeunes à réveiller, mais aussi les anciens. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, parce que, ok, les jeunes, mais d'abord là on est plutôt des anciens, sauf erreur, mais on est toujours jeunes, mais je dirais, oui, après tout, les vieux, ils ont un voilà, j'en fais partie, donc de toute façon, j'en fais partie surtout depuis que je me rends compte que les jeunes me voient comme un vieux, donc ça c'est un autre critère absolu. Il y a l'autre critère, c'est quand vous êtes fatigué, on vous propose une place dans le métro pour les Parisiens, donc vous disiez là il se passe quelque chose. Donc blague à part, oui, cette génération, on a des responsabilités. Alors on a une responsabilité positive, je reviens à cette histoire, la dame est partie, mais aussi la chance des gens qui ont vécu dans les années 60, 70 et un peu après, c'est qu'on a une culture politique différente, qui est beaucoup moins justement abîmée par le néolibéralisme.
Et donc ça c'est important. Et moi je vois dans beaucoup de luttes, j'ai encore vu cet été aussi bien à Notre-Dame-des-Landes où il y avait une fête qu'il y a un rassemblement qu'à Bure, vous avez souvent des gens de plus de 55 ans à la bouche, 55, 70 ans, et parfois au-delà, là, et vous avez des jeunes de jusqu'à 30 ans, et vous avez un creux au milieu, les 30-55 ans. Cela, c'est la génération abîmée par l'idéologie néolibérale. Et donc, les vieux, on a aussi, un, on peut encore avoir de la pêche, et deux, la bonne nouvelle, c'est que si on s'implique dans des trucs, ben, ça va nous maintenir en bonne santé, semble-t-il, jusqu'à un certain point. Voilà, être utile et se voir avec les autres et faire des choses, ça donne la pêche, ça donne de l'énergie. Donc ça doit développer des molécules qui, patati patata, des endorphines, des trucs comme ça. Et puis, on a aussi des choses à transmettre. Et même parfois, avoir... parce que si on va voir, si c'est un jeune qui va voir un maire, ou je sais pas qui, ou même un policier, si on a une confédération calme, et que ces autorités, elles voient en face des gens de plus de 60 ans, qui ont des vestes, qui, bah, malgré tout, ils disent, attends, il y a deux choses qui les font un peu hésiter, c'est quand ils voient des familles avec enfants, et quand ils voient des personnes relativement âgées. Là, ils se disent, donc on a un rôle à jouer, vous voyez, y compris dans des bagarres de terrain. Donc réveillons les jeunes, réveillons les anciens en fait. Moi j'aime bien ça, ce que vous avez dit. Voilà. Le lithium, bon les besoins on en a d'accord, on ne va pas y revenir, parce que ça a été très bien redit aussi par Pierre Goldberg. Et les outils démocratiques, là c'est une grosse question. On les a encore, enfin moi j'ai écrit un bouquin, l'oligarchie c'est le suivi de la démocratie, donc je pense qu'on est en voie d'oligarchisation. Je pense que les États-Unis, c'est une société oligarchique totalement. En France, on a encore des marges de manœuvre très grandes. Donc moi, ma position, c'est oui, il faut les outils, les utiliser au maximum. Et la question que j'aime, j'ai souligné le mot, j'aime bien la coordination. J'ai pas de réponse à ça. D'ailleurs, c'est pas une question, c'était votre pensée. Elle est forte comme toutes celles ce soir. Mais moi, j'aime bien la logique coordination. Voyons, on parlait d'archipel, enfin cette idée. Comment est-ce qu'on arrive à ce que ça passe? Moi, je pense que les médias ont un rôle très important. Parce que le fait même de savoir que, tiens, il y a telle bagarre à tel endroit, voilà, c'est très utile. Donc, il faut vraiment maintenir, soutenir, développer tous les médias libres qui existent. Et la question de la coordination, elle est vraiment importante. Et les syndicats devraient être plus politiques. Ouais, mais moi, je peux rien dire. Enfin, je suis dans mon syndicat, mais... je dis rien. Non, parce que je n'ai pas d'idée plus intelligente que quiconque. Donc, Et sur les retraites, moi j'aime bien parce que je sais qu'il y a un débat, le débat sur les retraites, c'est un débat que j'ai avec d'autres personnes, peut-être qu'on va le publier d'une manière ou d'une autre. Et je suis d'accord avec Pierre Goldberg, il faut vraiment que ce ne soit pas une bataille seulement défensive, mais un projet à opposer, quoi. Et on revient comme la mine de lithium, comme tous les trucs. Un des trucs forts à Notre-Dame-des-Landes, qui est vraiment une bagarre séminale, une matrice, c'est que dès le début, il y avait une alternative. Les dominants n'ont pas voulu, mais les autres ont pu dire on a une alternative. Et qu'à l'époque, si les dominants et Bernard Ayrault, comme il s'appelle, Jean-Marc Ayrault, s'étaient pas opposés, l'alternative pour changer la piste d'orientation était tout à fait possible. Et ça aurait réglé les 3/4 du problème. Après, l'autre problème, c'est qu'il ne faut pas développer le trafic aérien à Nantes. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est développer une alternative, comme la mine de lithium, si on arrive à décaler le truc, et les retraites aussi, il faut qu'on arrive à décaler le débat. Parce que si on rentre dans l'éternel débat, oui, le rapport du commissaire d'orientation des retraites a sorti un rapport qui, oui, mais la Cour des comptes dit que, oui, mais ceci, on est perdu d'avance, je veux dire. Donc il faut arriver à rendre ce sujet qui n'est pas le plus simple et pas le plus rigolo, en quelque chose une histoire, quoi. Un contre-projet, comme vous disiez, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment voilà. Bon, écoutez, je propose qu'on arrête, on flotte un peu, mais on a bien avancé, en tout cas. Je vais aller très 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 vite. Je valorise toujours, parce que c'est justifié, les efforts que font les intervenants pour venir là. Celui de ce soir est parti de sa Lozère chérie. Enfin, c'est le pays de sa femme, plus exactement. Je sais déjà maintenant. 1 heure de voiture, je sais tout. Moulins, on l'a emmené de Moulins ici. Dormir, on va aller manger avant, et repartir demain à Paris. Merci Hervé, infiniment. 2, vous remercier aussi, c'est bien, il y avait beaucoup de visages, il y avait des visages nouveaux, et ça nous fait plaisir, revenez. Je suis sûr que vous êtes libres, ça cette fois j'en suis sûr, je vous avais interrogé l'autre fois, vous êtes libres le 16 décembre, tous.
Je vais vous dire pourquoi. Nous devions accueillir quelqu'un de Greenpeace. Comment on dit? Greenpeace. Il ne peut pas. Clément Sénéchal. Clément Sénéchal, il est pris par en Égypte, par la COP27. La COP27, excusez-moi. Il nous a demandé de reporter. Ça nous allait bien, pourquoi? On a chamboulé à l'atelier. Il y a deux choses qui nous préoccupent en ce moment. C'est la montée des ultra-droites néofascistes. Vous avez vu l'Italie, après la Hongrie, la Pologne, la Suède, encore au moins jusqu'à la fin de l'année, le Brésil, Trump et d'autres, etc. Et chez nous. Et nous, on a un député. Et chez nous aussi. Donc nous accueillerons le 16 décembre Hugo Paeta. Il est membre, c'est un enseignant, il est dans un petit journal qui sort tous les 3 mois qui s'appelle Contretemps. Contretemps. Et le titre de son livre, c'est clair et net, comme celui de ce soir, Les dangers du fascisme. Il ne mâche pas ses mots, et il a raison. 16 décembre. Le deuxième point qui nous tracasse au plus haut point, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Mais sachez, et vous savez, sans aucun doute, en ce moment, il y a 35 conflits armés de par le monde. Petits, moyens, grands. C'est extraordinairement préoccupant. Donc, à la mi-janvier, nous sommes en train de rechercher les intervenants, avoir une rencontre de l'atelier sur comment défendre la paix dans le monde. Après, et là je suis sûr que vous êtes libre, parce que exceptionnellement, ça sera un samedi matin, le 28 janvier de 10h à midi, et je crois savoir André, c'est à la salle Robert Lebourg, nous accueillerons Clément Sénéchal, que vous connaissez, dont vous m'avez dit le plus grand bien, ça nous rassure. Cette fois, il ne s'appellera pas, je plaisante légèrement et pas méchamment. C'est la deuxième fois que nous avons des Hervé. Mais là, il s'appellera Clément. Mais on a monté ce soir quand même. C'était bien, c'était excellent. Et on avait Hervé Le Treux. Là, c'est Clément. Clément Sénéchal, il est animateur de son organisme et il souhaite rester travailler à Paris. Il est normand, mais il va travailler à Paris. Il souhaite prendre sur un week-end. Ça sera donc le 28 janvier avec le titre, c'est lui qu'il a choisi, La guerre et il faut que la mémoire me revienne, la guerre et la paix. Non. La guerre, il y a deux mots, adversaire. La guerre et le capitalisme sont des adversaires de la démocratie. C'est aussi un titre frappant. Voilà, après quelques mots de... je vous redis aussi que le 23 février, le titre de la rencontre de l'atelier sera « Nous sommes tous des constituants » avec André Bellon. André Bellon est un ancien député socialiste, mais qui a quitté cette famille politique et qui, depuis une quinzaine d'années, a montré une association nationale pour une nouvelle constituante, vers une nouvelle constitution. Vous allez maintenant suivre, si vous voulez bien, Hervé. Il va aller s'asseoir là-bas et, sans aucun doute, vous achèterez, vous ferez dédicacer son livre dont nous avons débattu ce soir. Nous irons ensuite dîner. S'il y a certains et certaines d'entre vous veulent venir, c'est encore pas trop tard. On dîne au Victor Hugo. Et n'oubliez pas de ranger vos chaises. Bonne soirée.